Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents parmi nous pour cette conférence ce concept de conférence un peu nouveau à la SIA. Et nous sommes hébergés par l'Estaca et nous avons préparé cette conférence avec l'Estaca. Merci à eux et merci à vous d'être connectés. Aujourd'hui, en termes d'agenda, nous parlerons d'enjeux de climat et d'énergie de l'automobile, bien sûr. Aussi avec Moving On, un panorama de l'océan bleu et des projets Popcar. Comment ressusciter la petite voiture et pourquoi elle a disparu, aussi une des questions, pourquoi aujourd'hui on n'a plus de véhicules abordables et dans les segments A et B comme vous l'avez constaté. Repenser la voiture du quotidien à partir des usages des ménages, des retours d'expérience aussi sur ce qui a été fait par Stellantis sur l'Ami et le Tris avec Fiat pour les deux marques Citroën et Tris. Et ensuite, on va basculer sur des projets un projet ULP Ségula vous présentera et on finira par une table ronde. Pour commencer, on va parler de l'Estaca et j'introduis Luc Marbach qui est administrateur de l'Estaca. Oui, alors bonjour à tous, bienvenue à l'Estaca de Laval. Cette conférence, elle est intéressante pour moi à deux titres parce que je suis membre du directoire et trésorier de l'Estaca, mais je suis aussi toujours administrateur de la SIA dont j'ai été président pendant 5 ans. Donc si vous voulez, les deux hémisphères sont là, je suis doublement présent et doublement heureux d'être avec vous. Donc il y a un peu plus d'1 an, on avait déjà fait une conférence SIA à l'Estaca, c'était Gilles Leborgne, c'était en septembre de l'année dernière. Et donc là, il n'y a pas que Paris dans la vie, il n'y a pas que la banlieue parisienne, il y a aussi Laval, et c'est très bien. Un petit mot sur l'Estaca pour ceux qui ne connaîtraient pas, surtout au loin. Donc l'Estaca est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs qui invente les mobilités d'un monde durable. Donc elle forme des ingénieurs essentiellement recrutés en post-bac, certains en classe préparatoire grandes écoles, sur les mobilités et les transports. Transport, c'est l'objet, mobilité, c'est la finalité. Et tout ça, c'est des transports et des mobilités durables. 5 filières. Alors, historiquement, Estaca, c'était aéronautique et construction automobile, ASA, et puis ça a un peu grandi. Donc, on va commencer par l'aéronautique, qui est le deuxième, le spatial, l'automobile, le ferroviaire et depuis 4 ans, le naval qui a démarré, qui est d'ailleurs ici à Laval. 2800, presque 2900 étudiants, 1500 à Paris-Saclay, plus précisément à Saint-Quentin en Yvelines, qui est le bâtiment que vous voyez à gauche, le bâtiment le plus gros. Laval avec maintenant 900 étudiants. Et une extension qui a été inaugurée l'année dernière, avec beaucoup de labos, vous avez pu les visiter. Et puis Bordeaux qui vient d'emménager dans des nouveaux locaux et qui va monter en puissance actuellement un peu moins de 400 étudiants et à terme environ 700 étudiants, ce qui va permettre de former beaucoup d'ingénieurs pour des filières ou des besoins. On dit qu'on manque d'ingénieurs, qu'il en manque 30 000 par an. Écoutez, l'Estaca va y répondre et continuer à y répondre. Il y a beaucoup d'alumni, il y a beaucoup d'enseignants et surtout d'enseignants-chercheurs. Donc il y a autant d'enseignants que d'enseignants-chercheurs. Les enseignants ne font que de l'enseignement, les enseignants-chercheurs font une mi-temps dans leurs activités. 4 formations, la formation initiale sous statut étudiant, la formation par apprentissage, qu'on pousse beaucoup, qui commence en 3e année, de la formation continue, tous azimuts, et puis d'autres formations dont je vais citer, puisqu'on est aujourd'hui dans l'automobile, le master sport automobile, donc il y a un bac plus 6 qui a beaucoup de candidats et un grand succès. La recherche, pour ceux qui ont visité les labos, vous retrouvez ici les 2 pôles, le pôle mécanique des structures et puis le pôle système et énergie embarquée. Que dire, ça va être dans les thèmes d'aujourd'hui, l'allègement des nouveaux systèmes, des nouveaux véhicules, voilà, c'est clairement ça.
Je finirai ma présentation de l'Estaca derrière les valeurs. Donc vous avez plein de valeurs. L'innovation, tiens, on va en parler. L'engagement, on a des étudiants qui sont tous très engagés dans le futur, dans les mobilités durables et autres. Le pragmatisme, on n'est pas dans une école d'ingénieurs théoriciens ici. Vous êtes d'accord, les étudiants? Ouais. On est plutôt terre à terre. La solidarité, beaucoup de solidarité entre les étudiants, l'Estaca aide ses étudiants. Et puis je termine par le plus important, pour moi, c'est la passion. On est dans une école de passionnés. Et quoi de plus efficace pour générer et entretenir la passion que des projets. Donc une grosse partie de l'enseignement de l'Estaca se fait par des projets, soit des projets intégrés dans l'enseignement, soit des projets qui sont faits par les associations étudiantes. Il y a plus de 40 associations étudiantes, toutes plus motivées les unes que les autres, qui font de la technique, mais qui font aussi de l'humanitaire, qui balayent l'ensemble des sites. Donc voilà en quelques mots l'Estaca, qui est vraiment ravi d'accueillir cette conférence. Donc mon hémisphère gauche d'Estaca est maintenant terminé. J'ai passé à l'hémisphère droit, qui est un amoureux de l'automobile. Et on va passer la parole tout de suite à mon ami Laurent. Alors lui, ça fait plus de 20 ans qu'on sévit encore, qu'on sévit ensemble. Il a réussi, elle est là, la zapette, mon ami. Il a réussi à changer un petit peu d'orientation après avoir beaucoup fait d'automobile. Voilà, maintenant il est dans un think tank, le Shift Projet, depuis 4 ans, en charge des projets du secteur automobile. Voilà, Laurent, l'estrade est à toi. C'est à moi de causer. Merci Luc. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de l'invitation à la SIA et à l'Estaca. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, comme l'a dit Luc, j'ai un long passé dans l'automobile, chez PSA pour pas citer. Et maintenant, je travaille pour le Shift Project, qui est le think tank de la décarbonation de l'économie française. Waouh! Et je coordonne en effet les projets autour de la mobilité et de l'automobile pour le compte du Shift. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps, mais je voudrais juste donner quelques éléments de contexte, un peu macroscopiques et physiques surtout, puisque c'est la physique et les flux physiques qui nous intéressent au Shift, pour expliquer pourquoi le Shift est plutôt quand même, sur le dernier mot de la phrase, pourquoi on considère que occuper le terrain entre les quadricycles et la voiture classique est pour nous une nécessité. L'angle sous lequel on regarde, nous, l'économie au Shift, c'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone. La première de ces contraintes, c'est la nécessaire réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le dérèglement climatique. J'y reviens pas, j'imagine que vous connaissez un peu le sujet. Et la deuxième contrainte vue du Shift, c'est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et notamment au pétrole. Donc c'est en gros l'amont et l'aval de l'économie. L'amont, le pétrole, l'aval, les émissions de gaz à effet de serre. L'automobile, alors j'ai mis ici les VP et les VUL, émettent en gros un tiers des émissions françaises en comptant la production des véhicules, leur usage et la production de carburant. Donc premier poste extrêmement important vu des émissions. Et deuxième poste important, les VP et les VUL consomment en gros 50% du pétrole consommé au global en France. Il vous aura évidemment pas échappé qu'on ne produit pas de pétrole ni en France ni en Europe. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus, ce qui crée une dépendance assez considérable vis-à-vis de partenaires extérieurs qui peuvent être des amis un jour, mais pas forcément pour toujours. Les quelques constats physiques qu'on fait au Shift sur l'automobile sont les suivants. Enfin, pas que sur l'automobile, du reste. On a une forte contrainte CO2. Je vous ai mis ici la courbe des émissions territoriales françaises du secteur du transport uniquement entre 90 et 2020. Vous voyez que ça a assez peu baissé en 30 ans. Et pour autant, dans 30 ans, on doit être à zéro. Net zéro sur le transport ou quasiment. Donc la route est droite, mais un tout petit peu raide quand même. On va avoir des contraintes d'approvisionnement pétrolier en France et en Europe.
Encore une fois, on n'en a pas sur le continent. Et quand on regarde la production des pays qui nous approvisionnent en pétrole, leur production va décliner dans les prochaines années pour des raisons géologiques. C'est-à-dire qu'ils en ont moins. Donc qu'est-ce qui se passe quand nos pays approvisionneurs vont voir leur production décliner ? Il y a quand même de fortes chances que ça nous impacte assez directement quand même. Donc ça, c'est le deuxième volet de la double contrainte carbone que je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est ça qui nous fait dire au Shift que même si on n'avait pas de problème de dérèglement climatique, on aurait quand même tout intérêt à se défaire du pétrole au plus vite. Bien. Le troisième point, alors qu'on traite un peu moins, mais qu'on va commencer à traiter au Shift, c'est celui des approvisionnements en matière. Je vous ai mis ici quelques ordres de grandeur des matériaux qu'on utilise dans des voitures électriques. Je citerai que le cas du cuivre. Dans une Zoé, il y a en gros 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Le cuivre, on l'exploite depuis longtemps. On va en avoir besoin dans tous les secteurs de la transition énergétique. Et quand même beaucoup d'acteurs qui commencent à se préoccuper du fait de savoir si on va en avoir assez pour tout faire. Évidemment, plus les voitures sont petites, plus elles sont sobres, low-tech, oui, low-tech aussi. Mais en tout cas, plus elles sont petites et plus les batteries sont petites, plus on aura de chance de passer la rampe des approvisionnements matière. Bien, donc ça fait quelques contraintes quand même qui s'offrent à nous et qui nous font dire que les petites voitures, en tout cas le réinvestissement des segments entre quadricycles et voitures classiques est une nécessité. Je vais passer vite, ça vous avez sans doute en tête. La production des véhicules sur le territoire français a été divisée en gros par 3 en l'espace de 20 ans. C'est évidemment pas dû à l'électrification, mais à d'autres phénomènes. Le prix des voitures a assez considérablement augmenté sous différents effets dans les dernières années, ce qui fait qu'on a un marché véhicule neuf en France qui est historiquement bas et on n'a pas du tout retrouvé les niveaux de vente de véhicules neufs qu'on avait avant Covid notamment. Autre élément du panorama, ça je vous ai mis ici, le taux de pénétration du véhicule 100% électrique dans le parc roulant. Et même si ça augmente assez vite, ça reste très faible. Hein, donc on est à, en gros entre 3 et 4% de voitures électriques dans le parc roulant qui, je le rappelle, contient en gros 40 millions de voitures en France. Donc ça ne suffira, enfin, il va falloir accélérer si on veut que ça ait un impact significatif sur les émissions et la consommation de pétrole. Je vais directement sur le graphe de droite. Donc même si le taux de voitures électriques augmente, même si les émissions unitaires historiquement baissent assez sensiblement sous l'effet de la réglementation européenne, l'impact sur la consommation de produits pétroliers en France est assez faible. La consommation de pétrole baisse très peu. Bien, d'où la nécessité d'accélérer à la fois sur l'électrique, vu de chez nous en tout cas, et de faire les véhicules les plus sobres et les moins énergivores possibles. Voilà, je m'en tiendrai là et je répondrai à vos questions tout à l'heure si vous le souhaitez. Je passe la parole à mes chers camarades. C'est Bruno qui monte, donc c'est Bruno qui cause. Merci. Merci beaucoup Laurent. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Pour se présenter rapidement, donc je suis Bruno Bourdon, je travaille au sein d'un écosystème qui s'appelle Moving On. Moving On, c'est une association d'intérêt général qui a été créée par Michelin il y a quelques années et qui rassemble aujourd'hui une vingtaine de grandes entreprises. Comme vous pouvez le voir ici sur la partie droite de ce slide. On est organisé en groupe de travail et l'un de nos groupes de travail porté par Capgemini porte précisément sur le projet de création d'une nouvelle catégorie réglementaire de voitures qu'on a appelée PopCar. Et donc,
au travers de ce groupe de travail, outre Capgemini, on rassemble un certain nombre de nos partenaires ici présents, Stellantis, Michelin, Dassault Systèmes, le Shift Project, Saint-Gobain, j'en oublie toujours, il y a Renault évidemment également, Alliance côté assureur, et le Crédit Agricole. Voilà, merci. Et Valeo. Donc vous voyez, il y a l'écosystème en lui-même, et puis il y a l'ensemble des contributeurs à notre groupe de travail qui est assez large, et puis on est régulièrement sollicité pour que d'autres acteurs nous rejoignent, se joignent à nous. Alors, quand on a commencé à travailler sur ce projet, très vite est apparue cette idée d'un océan bleu entre d'un côté les quadricycles électriques, L6, L7E et plus encore derrière les Véli, et puis de l'autre les voitures classiques communément appelées M1. Alors cette idée d'océan bleu, c'est d'une certaine manière, ça pourrait être une tarte à la crème. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre que c'est un océan bleu. Pour qu'il y ait un océan bleu, il faut que d'un côté il n'y ait pas d'offre, et puis que de l'autre il y ait une demande qui soit non satisfaite. Et en fait, quand on a commencé à travailler, on avait commencé à travailler de façon très qualitative avec des entretiens ethno de possesseurs d'amis, de ce genre de véhicules. On s'est rendu compte de la grande pertinence de cette catégorie L6E, L7E pour certains usages, mais aussi les limites de ces catégories. Hein. Et les limites, elles tiennent au déficit de sécurité, elles tiennent au fait que il y a une faible autonomie, qu'on ne peut pas rouler sur des voies rapides, et donc c'est extrêmement contraignant pour les usagers. C'est très pertinent. On trouve qu'on voit cette catégorie avec sympathie et bienveillance. On trouve que c'est très pertinent pour certains usages, mais ça ne répond pas à une bonne majorité d'usages. D'où effectivement cette idée d'attente non satisfaite. Et puis de l'autre, vous avez la catégorie des voitures classiques, M1, qui, avec l'électrification, on le sait tous, deviennent de plus en plus lourdes. Globalement, c'est un taux de poids mort qui s'accroît considérablement, donc un rendement énergétique beaucoup plus faible. C'est aussi avec un coût à l'achat qui devient beaucoup plus élevé, beaucoup plus important. Et donc, c'est des voitures qui deviennent aussi, et Laurent l'a bien souligné juste avant, de plus en plus inaccessibles au commun des acheteurs. Hein. Aujourd'hui, acheter une voiture neuve à 20 000 euros, il y a quelque chose de très compliqué pour beaucoup de personnes. Et ce qui est d'une certaine manière assez, qui nous a interpellés, c'est, je dis de façon provocante, mais quand on y réfléchit, une voiture, dans son concept classique et tel qu'elle existe depuis plus d'un siècle, c'est un objet qui est relativement absurde, c'est-à-dire que c'est un objet qui est surdimensionné par rapport aux besoins. Hein, une voiture, c'est conçu pour rouler à 150, 160 km/h, alors qu'en réalité, ça roule à 30 ou 50 km/h la plupart du temps. C'est conçu pour contenir 5 personnes, mais ça contient en général entre 1,1 et pour les trajets domicile-travail et 1,7 personnes. C'est inutilisé 93% de son temps, et on pourrait continuer comme ça. Et puis, évidemment, d'un point de vue énergétique, c'est pas très rentable de concevoir des véhicules dont l'essentiel de l'énergie consiste à déplacer leur propre masse. Donc, vous voyez des voitures du segment M1 qui deviennent de plus en plus chères, deviennent de plus en plus lourdes et deviennent de plus en plus inaccessibles. Donc, cette idée de l'océan bleu, c'est l'idée de se dire comment on peut redéfinir une voiture qui réponde bien aux attentes, qui mette en face une bonne réponse à une offre inexistante et qui soit bien proportionnée,
qui soit justement proportionné, ni trop peu, aux besoins effectifs de 95% des besoins de déplacement des personnes. Donc c'est là qu'est né le projet POPCAR, c'est-à-dire ce projet de création d'une nouvelle catégorie réglementaire, celui d'un type de véhicule justement proportionné aux besoins effectifs de mobilité automobile. Et donc je vais laisser la parole. Alors, je ne vais pas commenter ce slide, mais voilà, juste pour dire que ces véhicules ont existé par le passé. Vous êtes très jeunes pour la plupart d'entre vous, vous en souvenez peut-être pas, mais voilà, dans ma jeunesse, les Clio faisaient pas une tonne 5, il y avait des Citroën AX, etc. Donc on les a bien connus. Peut-être, alors moi j'ai pas connu celle Dauphine et autres. Donc ces véhicules ont existé par le passé. Ces véhicules existent aussi dans d'autres marchés. On va en parler, Tommaso, notamment en Chine et puis surtout au Japon avec la catégorie des K-Cars. Donc voilà, pourquoi cette catégorie n'existerait-elle pas sur nos routes en Europe, puisque ça a pu être le cas par le passé. Et donc je laisse la parole à Emmanuel qui va nous expliquer plus précisément les contours qu'on imagine pour cette catégorie réglementaire. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Emmanuel Bischoff-Cluzel, je suis responsable du développement durable au niveau de l'industrie automobile chez Capgemini et j'ai la chance d'animer ce collectif, cette communauté d'intérêt dont a parlé Bruno et qui travaille sur l'allègement des véhicules. Alors, comment avons-nous défini cette catégorie? Déjà, on l'a appelée POPCAR. Comment avons-nous défini cette catégorie? On a voulu être très pragmatique dans notre groupe de travail et proposer au bout de 1 ou 2 ans 3 livrables. Le premier, c'est un plaidoyer vis-à-vis de l'Europe pour défendre cette catégorie. On voit bien cet océan bleu, Laurent et Bruno campaient le décor, mais comment la définir plus précisément et comment faire en sorte qu'elle devienne un objet qui permette de réindustrialiser l'Europe. Donc, premier livrable, un plaidoyer, et deuxième et troisième livrable, je vous en parlerai dans la suite, c'est vous qui aimez l'innovation, vous qui êtes passionné d'automobile, c'est tout ce qu'on va mettre dans cette POPCAR pour accélérer la transition énergétique. Alors, le plaidoyer, cette définition de catégorie. Ce qu'on a choisi de faire avec beaucoup de débats, on a décidé de la définir par 2 critères. Le premier, la masse. On a longtemps discuté sur des dimensions éventuellement, mais on a voulu garder l'esprit de la lettre à l'Europe de Luca De Meo qui disait à l'Europe, s'il vous plaît, cessez de nous donner des critères d'ingénieurs, des critères techniques, ce sont nous les ingénieurs, donnez-nous plutôt des critères en termes de cahier des charges. Donc on s'est dit, si on contraint la masse, par définition, on contraindra les dimensions. Voilà. Et chaque constructeur pourra, dans cet horizon de masse, imaginer la voiture qu'il voudra. Donc, premièrement, la masse. Et deuxièmement, l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, parce que comme je le disais en préambule, notre objectif, c'est de réindustrialiser l'Europe. Et surtout, quelque part, c'est de faire barrière à tous ces véhicules qui existent déjà en Asie et qui pourraient envahir l'Europe si l'Europe proposait des incentives sans condition d'empreinte carbone. Voilà. Donc on a défini l'empreinte carbone selon la méthodologie de l'ADEME pour l'éco-bonus français, ce que vous voyez sur ce schéma en ordonnée, avec 2 étapes. POPCAR 1, 2028, 6 tonnes de CO2, 850 kilos. Et donc, c'est très rapide, c'est très court terme. Et donc, sur cette première étape, on ne remet pas en cause la réglementation GSR2, la réglementation sécurité qui existe aujourd'hui pour les voitures qui sont dans la rue.
Donc notre pop-car, ce n'est pas une micro-car, c'est une vraie voiture, une petite voiture attractive, légère et qu'on peut conduire avec un permis et qui va sur l'autoroute. Voilà. Première étape. Deuxième étape, là on veut vraiment être challenging. On vise 750 kilos. Alors les 100 derniers kilos, c'est vraiment difficile à atteindre et c'est là où il faut des scénarios disruptifs. Donc on imagine qu'à cet horizon-là, il faudra remettre en question, ou plutôt adapter, la norme actuelle de sécurité. Voilà. Et c'est pourquoi notre horizon temporel, il se situe entre 2033 et 2035, puisqu'en discutant avec des experts, notamment des experts de chez Renault, on sait très bien que pour discuter une norme, il faut au moins 3 ans pour arriver à un consensus. Voilà donc notre façon de décrire la pop-car, masse, empreinte carbone, 2 horizons temporels. Et puis ce qu'on demande à la Commission européenne, ce sont ce que vous voyez sur le graphe en haut à droite. Premièrement, une intégration dans le café. Vous connaissez le mécanisme du café. Donc intégrer cette voiture électrique dans le mécanisme du café avec un mécanisme incitateur du type une voiture compte double ou une formule proportionnelle à la masse. L'éco-bonus français, d'ailleurs, qui vient d'être remis au goût du jour très récemment, de l'étendre à l'Europe. L'idée étant derrière, parce que ça je ne l'ai pas dit, c'est que la voiture, on la veut abordable financièrement. Et ce qu'on vise, c'est 12 000 € sans incentives. On pourrait imaginer d'avoir un éco-bonus autour de 2 000 €, ce qui permettrait d'avoir une petite voiture à 10 000 € sécuritaire et qui peut aller sur l'autoroute. Ensuite, n'oublions pas que nous sommes un collectif de partenaires et chaque partenaire, et c'est bien ça l'intérêt, outre les constructeurs, il y a aussi les fournisseurs et qui sont là aussi pour proposer des innovations, soit en termes d'allègement, soit en termes de développement durable, sur des matériaux recyclés, etc. Et donc, il faut pouvoir aussi incentiver tout ce qui est recherche, innovation autour de ces thématiques d'allègement et de sustainability. Enfin, une mesure qui nous est pas, enfin qui est pas vraiment intuitive, mais qu'on a découvert grâce à nos 2 partenaires qui sont Crédit Agricole et puis l'assureur, c'est d'enlever la TVA sur des leasings, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une voiture en leasing, c'est toujours un leasing de 4 ans. Donc là, notre idée aussi, c'est de la rendre abordable en leasing. Et ce qu'on veut faire, c'est viser 100 € par mois, y compris assurance, à la fin des années de leasing, c'est-à-dire au bout de 9 ans. On veut faire 3 fois 3 ans. Pour y arriver, il faut faire sauter cette obligation de TVA sur le 3e leasing. Et puis enfin, obliger le local content, puisque comme je disais, l'objectif, c'est de faire une voiture en Europe. Donc voilà la catégorie, pardon, voilà le plaidoyer qu'on a diffusé il y a un mois et qu'on a envoyé à la Commission européenne. Puisqu'aujourd'hui, il y a des débats sur cette catégorie de voitures. Et là, j'en viens plus à les livrables côté ingénierie. Donc qu'est-ce qu'on a voulu apporter, embarquer dans ce concept de pop-car? Eh bien, toutes les innovations autour de l'éco-design et de la réparabilité. Puisque, comme je le disais tout de suite, il faut qu'on arrive à atteindre cette empreinte carbone. Donc, éco-design, c'est-à-dire concevoir la voiture dès le départ en calculant son empreinte carbone, en faisant des compromis sur les matériaux, si je la fais en acier, si je la fais en alu, quel est l'impact sur l'empreinte carbone, sur la masse, et non pas concevoir et faire du life cycle assessment une fois la voiture conçue. Donc c'est vraiment d'aller faire de l'éco-conception au même moment, vraiment en dynamique.
Voilà. Réparabilité, parce que si la voiture elle est réparable, elle sera moins chère à assurer. Donc c'est ces principes aussi d'économie circulaire qu'on veut embarquer dès le départ. On a un gros sujet aussi safety, évidemment, puisqu'on veut la rendre la plus sécuritaire possible. Et là, je parle de la deuxième étape. Donc là, il y a des compromis subtils entre la sécurité passive, qui est le renforcement de structure, et la sécurité active avec un travail sur les ADAS. Et on me dit d'accélérer. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? En parallèle de cette, on va dire, plateforme design, on a aussi des outils de simulation business pour renforcer l'argumentaire sur comment atteindre les 10 000 euros, 12 000 euros ou 100 euros par mois, y compris assurance, pour vraiment montrer que c'est possible. Voilà. Donc je vous remercie. Je serai aussi ravie de répondre à vos questions à la fin de cette présentation. Et je passe donc la parole à Tommaso. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Ah, je suis sorti. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est bon. Alors, moi, je suis Tommaso Pardi, je suis sociologue, chargé des recherches au CNRS, à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, et je dirige un réseau de recherche en sciences sociales sur l'automobile qui s'appelle Leger PISA. Et dans ma présentation, je vais revenir sur une série de travaux que j'ai menés récemment sur une question annexe. Où sont passés les petits véhicules qu'on avait autrefois? Pourquoi ils ont disparu? Et pourquoi cette question est importante pour comprendre les difficultés qu'on a actuellement à électrifier les ventes des véhicules neufs en Europe? Il y a un moment important qui s'est passé il y a quelques mois lors des discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen, où, à la surprise un peu générale, Ursula von der Leyen a annoncé qu'il allait lancer une initiative sur les petits véhicules électriques abordables, ICAR pour économique, environnemental et européen. Et la question est de savoir pourquoi il n'y en a plus, alors que l'Europe était connue pour produire ces véhicules, et en particulier l'industrie automobile française et italienne avait fait sa fortune sur ces petits véhicules. C'est une question fondamentale pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a autant de mal à aller jusqu'au bout de l'électrification. Alors, pour illustrer les propos, ce n'est pas tout à fait que les véhicules ont disparu, mais ils ont vraiment changé. Si vous prenez la Mini Cooper des années 80, 600 kg de véhicule, c'est la Pop Car à peu près, sans batterie, et vous voyez qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous voyez qu'il a doublé de masse, il est devenu 1 mètre plus long, et il est bien entendu beaucoup plus cher. Et donc, cette transformation de petits véhicules pose beaucoup de questions quand on veut l'électrifier. Donc voilà les dimensions, 620 kg. Parce que quand on veut l'électrifier, si on veut électrifier un Mini Cooper, c'est relativement simple. Vous ajoutez une petite batterie, vous avez une autonomie raisonnable, les surcoûts n'est pas très important, c'est les périmètres de la réflexion Popcar. Quand vous électrifiez un véhicule qui est devenu obèse, c'est très compliqué parce que vous allez ajouter une batterie l'équivalent d'une vache, 5 kg supplémentaires que vous ajoutez et que vous devez trimballer un peu partout. Et surtout, c'est un surcoût énorme. Et donc, vous arrivez à ces niveaux de poids-là, à un prix moyen des 40 000 €. Et donc, vous comprenez bien que ce n'est pas évident avec ces véhicules-là d'arriver à 100% des véhicules électriques d'ici 10 ans. C'est presque impossible. Donc, pour répondre à la question qui est posée par la journée, moi, je dirais qu'il y a nécessité d'amener des petits véhicules électriques pour répondre à ces cahiers de charges, parce qu'autrement, l'utopie, c'est 2035. Sans ces véhicules-là, c'est clair qu'à 2035, on ne va pas y arriver. Alors, pourquoi il faut électrifier? Ça, c'est évoqué au départ, mais je pense que c'est important d'y revenir, parce que je trouve que dans l'espace public, la question n'est pas traitée de manière très claire. Pourquoi il faut électrifier? On sait que dans l'opinion publique, s'il y avait un sondage aujourd'hui, ou même un référendum, faut-il maintenir l'interdiction de 2035, la plupart de nos concitoyens diraient non, on ne veut pas l'interdiction de 2035, on ne comprend pas pourquoi, c'est trop cher, etc. Alors, c'est évoqué, ça c'est la courbe qui est similaire en France comme en Europe, des émissions carbone du transport, mais c'est intéressant de la comparer avec tous les autres secteurs polluants. Vous voyez que les transports, c'est vraiment les mauvais élèves. Au lieu d'abaisser, c'est ça la trajectoire qu'il aurait dû suivre pour 2050, elle s'est éloignée complètement. Et justement, quand l'Union européenne, en 2022, s'interroge, sommes-nous sur la bonne trajectoire? C'est les fameux package Fit for 55. Sommes-nous en 2030 à moins 55% pour arriver à 100% en 2035, en 2050, on s'aperçoit que les secteurs des transports est complètement hors trajectoire. Cependant, dans cette réflexion, il n'y a pas vraiment une réflexion sur pourquoi on a raté
complètement la transition des transports depuis 40 ans. Pourquoi? Alors que l'Union européenne a des politiques pour réduire les émissions de carbone depuis les années 90, en tout cas des réflexions, que pour l'automobile, on a des objectifs CO2 depuis 98, on n'a pas réussi du tout à faire baisser les émissions des transports. Et ces questions sont importantes à résoudre pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a du mal à électrifier. Alors, deux raisons, pour ceux qui s'intéressent et qui lisent l'anglais, il y a un ouvrage, un libre accès de l'Institut syndical européen que j'ai écrit sur cette question. Pourquoi les véhicules sont devenus plus lourds, plus rapides et plus chers depuis 40 ans, et les rôles de la réglementation européenne. Là, vous voyez l'évolution moyenne, ça c'est la première cause. Vous voyez l'évolution moyenne du véhicule moyen européen. Vous voyez en rouge la masse, en base 100 par rapport à 2001. Vous voyez en vert la puissance moteur, vous voyez en bleu les prix, et vous voyez que donc depuis les débuts des années 2000, alors qu'on sait pertinemment, qu'on savait déjà qu'il fallait réduire les émissions CO2, ça sont les objectifs de réduction CO2 que les constructeurs connaissaient depuis les débuts de la décennie, eh bien les véhicules moyens ont bougé dans la mauvaise direction. Quelle est la manière la plus rationnelle, vous êtes ingénieur, pour réduire les émissions de CO2 et donc réduire la consommation? C'est des véhicules plus légers et moins puissants. Où elle est la voiture européenne depuis 20 ans? Vers des véhicules plus lourds et plus puissants. Et alors, ce n'est pas étonnant qu'à partir d'un certain moment, ça c'est donc les émissions, un test d'homologation, et en turquoise, vous avez les émissions en conduite réelle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les constructeurs sont allés dans la mauvaise direction? Alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils avaient intérêt à aller dans l'autre direction. Et là, la réglementation joue un rôle très important. Alors, on a interrogé les ingénieurs qui ont pris en charge le développement de la Clio de génération en génération. Donc vous voyez que la Clio, entre la Clio 1, qui n'est pas très loin de l'écart en termes de masse initiale, et la Clio 6, eh bien, sont 400 kg en moyenne qui ont été ajoutés. 50% des masses supplémentaires. Donc la Clio, un peu comme la Mini Cooper de tout à l'heure, n'est pas tout à fait la même voiture 35 années plus tard. Alors, on a essayé, c'est un peu à la louche, parce que ce n'est pas évident, d'identifier les différents facteurs, la sécurité passive, surtout dans les années 90, début 2000, la dépollution des moteurs qui a joué un rôle croissant avec les normes Euro 4, 5, 6 de plus en plus, les Euro NCAP, qui n'est pas réglementaire, mais qui a joué un rôle très important, les fameuses 5 étoiles dans les crash tests, qui a très significativement alourdi les voitures. Le fait qu'elle est devenue vraiment plus grande, la Clio avait ses slogans au début des années 90, elle a tout d'une grande, elle a monté en gamme un peu comme marketing, eh bien elle devient plus grande dans les temps. La sécurité active avec la norme GSR2 évoquée, qui n'ajoute pas de la masse mais ajoute du coût. Et aussi les constructeurs ont tendance à alourdir les plateformes parce qu'il faut beaucoup de câbles pour les véhicules software defined. Et donc, les plateformes des petits véhicules commencent à devenir contraintes. Donc ça amène aussi à engendrer de la masse. Et puis, cette chose qui c'était très intéressant, la masse engendre la masse. Chaque 5 kg que vous ajoutez, eh bien, il y a 20 kg supplémentaires qu'il faut ajouter pour accommoder cette masse. Et donc, vous voyez bien qu'avec une batterie qui va s'ajouter à un véhicule obèse, c'est très compliqué, parce que masse, plus masse, plus masse. Alors, tout ça est la conséquence de la réglementation européenne. Alors, la cerise sur les gâteaux allemandes de toute cette histoire réglementaire, et la plus paradoxale, ce sont les objectifs CO2 paramétrés au poids. Alors, les problèmes des Allemands, c'est qu'ils avaient des voitures en moyenne beaucoup plus lourdes. Et alors, on dit, pour que nos objectifs soient comparables à ceux des constructeurs français et italiens, il faut que le CO2 soit proportionnel à la masse. Plus un constructeur fait des véhicules lourds, moins l'objectif CO2 est contraignant pour eux. Et les problèmes de ça, et je vais vous l'illustrer, c'est qu'ils rendent impossible la stratégie d'allègement. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je suis les producteurs d'un RAM GEM, 3 tonnes, 200 grammes de CO2 par kilomètre. Je veux me convertir et devenir vert et je vais décider de ne produire que des Clio. Et donc, j'ai réduit des 81 grammes mes émissions dans une seule année. Sauf qu'en faisant ça, à technologie égale, je vais juste me déplacer le long de la pente des objectifs paramétrés au poids. À chaque fois que j'ai réduit ma masse, je vais avoir un objectif CO2 plus contraignant. Et donc, même si je transforme toute ma production des rames en Clio, je ne vais pas m'approcher d'un centimètre d'un objectif CO2. Et donc, ces objectifs paramétrés au poids ont institutionnalisé l'opposé. C'est-à-dire que la seule manière pour réduire du CO2 en Europe, pendant toutes ces années, c'était d'utiliser des nouvelles technos, pas de réduire la masse. L'allègement, interdit. Par contre, je mets du diesel, je mets de l'injection directe d'essence, je mets de l'hybride, maintenant des batteries, eh bien ça marche, mais ça alourdit les véhicules. Et donc c'est ça la contradiction qui aussi explique pourquoi ce jeu est très allemand,
Parce que c'est clair qu'à ces jeux-là, les Allemands sont beaucoup plus forts, les marchés se déplacent vers eux, et de manière continue, les constructeurs généralistes ont perdu des parts des marchés à ces jeux-là, et les constructeurs premium ont gagné des parts des marchés. Et c'est aussi la raison pour laquelle les petits véhicules ont disparu, car c'est essentiellement eux qui les produisaient. Deuxième problème qui explique pourquoi les réglementations CO2 en Europe n'ont pas marché, c'est que les problèmes, c'est les parcs automobiles, et les parcs automobiles grossissent. On a pris 122 millions de véhicules depuis 1990. Les parcs automobiles ont presque doublé. On a 250 millions de véhicules en Europe aujourd'hui dans les parcs. Et la solution, elle, s'est rétrécie. On vend autant de véhicules neufs aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et donc, ça veut dire que, alors qu'on renouvelait les parcs en 12 ans, au début de la période, aujourd'hui, on en fait 2 fois plus. Et donc, même si on arrive à mettre des véhicules verts à la place des véhicules polluants, eh bien, il faut de plus en plus de temps pour y arriver. Et aujourd'hui, on vend plus ou moins 1,4 million des véhicules électriques. Les parcs, ça a été évoqué, ça reste très faible, 4% en France, mais 1,8% en moyenne européenne. Donc, si on fait les calculs, combien de véhicules il faut pour arriver en 2050 à la neutralité carbone, 100% en 2050, il m'en faut 10 millions de véhicules électriques par an en commençant dès l'année dernière. C'est ça les calculs très simples. Et c'est clair qu'avec les modèles qu'on a aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Et ça explique aussi pourquoi, avec ces dérives-là, les émissions des CO2 ont tendance à augmenter. Donc l'enjeu d'électrifier ces parcs est un enjeu primordial et les petits véhicules pourraient arriver, une nécessité. Sans les petits véhicules, on n'y arrivera pas. Alors, je vais vite sur ça. Les cycles carbone d'un véhicule électrique est très vertueux. C'est pour ça que l'empreinte carbone est beaucoup plus faible. Mais il y a une dette carbone d'un véhicule qui baisse à fur et à mesure qu'on l'utilise, mais qui est proportionnelle à la masse. Donc, on a tout intérêt, pour des raisons d'accessibilité, mais aussi d'empreinte carbone, d'aller vers les véhicules électriques les plus légers et qui, vous voyez, ont une empreinte carbone qui n'est pas seulement 3 fois moins importante que les véhicules thermiques, mais qui est la moitié aussi d'un véhicule électrique des tailles supérieures. On réduit par 2 en réduisant la masse. Et pourtant, les marchés vont exactement dans la direction opposée. On va vers des véhicules toujours plus lourds, plus puissants et plus chers aussi pour l'électrique, parce que l'électrique est pris exactement dans les mêmes cadres réglementaires. Et donc, on est passé des véhicules légers qui deviennent de plus en plus lourds, pour les mêmes raisons et les mêmes logiques. Donc, comment faire descendre en gamme les véhicules électriques? C'est la question qu'on s'est posée avec des collègues. On a essayé de répondre dans un livre qui a été publié par La Fabrique de l'Industrie. C'est un accès libre, vous le trouvez sur Internet. Et on s'est intéressé à l'exemple des K-Cars. Ça, c'est intéressant parce qu'au Japon, les K-Cars représentent 40% du parc automobile. Et la part des K-Cars dans les parcs automobiles japonais n'a pas cessé d'augmenter depuis les années 90. Et le Japon présente aussi un bilan carbone très intéressant sur les dernières 20 années parce qu'il est arrivé à suivre plus ou moins la direction de la décarbonation qu'on aurait dû suivre en Europe et que, vous voyez, les pays européens n'arrivent pas à atteindre. Et lorsqu'on électrifie une K-Cars, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne coûte pas très cher. Bien sûr, les surcoûts relativement à un autre K-Cars qui est 11 000 € est important, mais avec des bonus étatiques relativement faibles, on arrive à des véhicules qui sont abordables et qui ont une empreinte carbone très efficace et des coûts d'usage très faibles. Alors, qu'est-ce que c'est un K-Cars? C'est un véhicule qui est limité en longueur, en largeur et en puissance moteur. Donc, c'est une enveloppe fermée. Vous ne pouvez pas sortir de cette enveloppe si vous voulez faire des K-Cars. Et vous voyez que la part des K-Cars en verre dans les parcs automobiles japonais a augmenté de manière très significative parce qu'au Japon, il y a un compromis sociopolitique autour des K-Cars. C'est-à-dire qu'au Japon, les véhicules sont très taxés et ces taxes servent à financer les transports publics qui est très développé au Japon. Sauf qu'il y a des préfectures, comme vous voyez en haut, qui sont rurales au Japon, où il n'y a pas de transport public, parce que vous savez que quand la densité de la population diminue très fortement, les transports publics deviennent de plus en plus compliqués à mettre en place. Et c'est justement là où on trouve les K-Cars. Contrairement aux idées reçues, les K-Cars ne sont pas des citadines, ce sont des véhicules ruraux ou des petites villes au Japon. Et donc, dans ces préfectures-là, où aussi les revenus par ménage sont plus faibles, les K-Cars, c'est un K-Cars par ménage. Alors qu'à Tokyo, 60 000 habitants par kilomètre carré, c'est un K-Cars pour 10 ménages. Donc, c'est vraiment des véhicules qui ont été développés au Japon pour la mobilité rurale et périurbaine. Et c'est ça qu'il faut inspirer les projets d'une nouvelle catégorie. Alors, je vais m'arrêter là-dessus juste pour évoquer que d'un point de vue d'ingénieur, c'est que ce qui est très intéressant avec un K-Car, c'est que les cahiers des charges d'un ingénieur changent radicalement. Vous êtes contrainte
par la dimension et la puissance moteur. Et donc, quand vous embarquez des nouvelles réglementations, il faut les faire dans ces enveloppes-là. Et les K-Cars ne prennent pas 1 kilo à fur et à mesure qu'ils évoluent et qu'ils vont intégrer des ABS, des ADAS, des airbags. Ils font tout ça sans prendre 1 kilo. Donc, je vais terminer très rapidement sur ce que nous proposons, la création de nouvelles catégories. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a 2 options. L'M0 qui est évoqué. Une autre option, c'est celle de créer une catégorie à l'intérieur du M1. Donc, le véhicule reste compatible avec la réglementation existante. On va simplement définir une limite des masses, une limite en longueur, en largeur, pour dire tous les véhicules à l'intérieur de cette catégorie, eh bien, sont des MA, véhicules électriques soutenables abordables. Et on peut, comme au Japon, structurer autour de ces véhicules tout ce qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire toute une série de propositions, des soutiens, des subventions fiscales pour que ces véhicules soient intéressants pour les constructeurs et pour les usagers. Donc je vais m'arrêter là, juste pour évoquer qu'il y a la possibilité d'un compromis autour de ça, il y a la possibilité de mettre les constructeurs autour de ça, que l'Europe finance, qu'un nouveau cadre réglementaire émerge et qu'une politique des contenus locaux les supporte. Mais c'est un jeu maintenant. Ce n'est pas décidé du tout, ce n'est pas gagné. C'est vraiment maintenant qu'il est en train de se négocier. Et donc, je pense qu'il faut être vraiment conscient qu'il faut porter la bonne parole autant qu'on peut partout, parce que les rapports des forces autour de ça se décident maintenant. 2 scénarios possibles. On abandonne 2035, on met les hybrides rechargeables comme véhicules qui peuvent se qualifier après 2035, la vision allemande, ou on garde 2035 et on met les petits véhicules comme solution pour y arriver. Entre ces 2 scénarios, il y a beaucoup de forces en jeu, et donc j'appelle toutes les forces vives disponibles à mettre leur poids du bon côté. Merci. Voilà. Je reprends juste après. Bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Equet, directeur du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. Une petite présentation rapide. Vous nous trouvez sur le site internet observatoire-map.org. Voilà, c'est un observatoire porté par la Fédération française des experts en automobile. Ce que j'aime à rappeler, c'est que effectivement, nous essayons de porter un regard prospectif sur notre automobilité par rapport aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, les enjeux environnementaux, les enjeux sécuritaires, les enjeux de santé publique et les enjeux économiques. Et sans aucun parti pris, sans aucun pouvoir économique à défendre, eh bien, ça nous permet de mettre tout le monde autour de la table pour justement essayer d'échanger. Alors, moi, la vision que je vais porter aujourd'hui, c'est une vision plutôt d'usager de la route, d'usager passionné. Je ne suis pas constructeur automobile, je ne suis pas ingénieur comme vous, je suis un simple usager convaincu de l'intérêt de préserver notre automobilité. Alors, d'autant plus que par rapport à une expérience passée, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à l'Automobile Club de l'Ouest. Je suis un voisin en venant du Mans. Les 24 heures du Mans, vous connaissez, mais l'Automobile Club de l'Ouest, c'est aussi une association centenaire qui a été créée pour promouvoir l'automobile. Laurent, effectivement, à cette époque-là, on voulait disrupter le train. C'était marrant. C'est-à-dire, concrètement, c'est montrer que l'automobile était aussi fiable pour faire Paris-Moscou, Moscou-Paris que le train. Donc, voilà. Et sous l'égide de l'Automobile Club de l'Ouest, j'ai créé aussi une association qui s'appelle 40 millions d'automobilistes, que j'ai portée pendant 8 ans. Donc ma vision était celle d'un usager passionné par l'automobilité, pas par l'automobile, mais par l'automobilité. Alors, la vision, eh bien, elle est plutôt sociétale. Je vais revenir à quelque chose de très simple. Effectivement, il y a eu 2 grandes révolutions. On s'est mis debout, nous avons marché, on n'a pas arrêté de marcher, on a conquis la Terre. Et puis après, il y a eu cette évolution, cette révolution de l'automobile pendant un siècle. Je crois que c'est ce qui a vraiment transformé notre façon de vivre. Et avec, en fait, voilà, avant la prochaine révolution, alors là, je ne sais pas si les plus jeunes connaissent Star Trek, mais avant de faire effectivement de la téléportation, eh bien, on n'a pas trouvé mieux que cette automobile. 4 roues et pendant un siècle, une automobile qui a évolué, qui reste basique. Elle a toujours 4 roues, elle ne vole pas encore, mais elle a évolué avec le temps. Alors là, j'ai mis quelques grands concepts. Effectivement, moi aussi, dans les années 80, j'ai eu ma 205 GTI. Donc effectivement, j'aurais pu la mettre ici, le côté affectif. Mais je serais tenté de dire aujourd'hui que notre automobiliste, il se pose la question. Vers quoi aller? Quelle va être ma mobilité de demain? Grande question.
Et je pense que cette question, sur un plan sociétal, elle s'étudie par rapport à de grands changements, un monde qui change. On a une population vieillissante, malheureusement j'en fais partie, une digitalisation des services, on a effectivement aussi, on passe de la propriété à la mise à disposition, qui est un grand changement pour nos générations, une urbanisation croissante et des inquiétudes importantes. Ces inquiétudes, c'est le dérèglement climatique, on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, zéro carbone en 2050, mais je pense qu'il faut véritablement y arriver. Santé publique, on n'en parle pas beaucoup, mais les émissions polluantes dans les villes, effectivement, les ZFE, ce n'était pas pour la décarbonation, les ZFE, c'est pour la préservation, effectivement, de la santé publique par rapport à une population urbaine de plus en plus importante. La sécurité routière, je suis membre du Conseil national de la sécurité routière. J'ai souvent fait des débats sur la sécurité routière. Ne l'oublions pas, Tommaso l'a dit tout à l'heure, des véhicules de plus en plus lourds. Effectivement, c'est aussi des véhicules à plus grand risque, mais c'est conducteurs, véhicules, infrastructures, un triptyque important, et puis la préoccupation économique. Alors, par rapport à tout ça, je voulais simplement revenir à des fondamentaux. Vous dire finalement, les ménages et les Français, quelle est notre mobilité ? La mobilité, elle est la suivante. 3 déplacements par jour, 26 km parcourus par personne, 62 minutes consacrées à la mobilité. 80% de nos trajets font moins de 50 km et 50% des trajets font moins de 10 km. Oui, c'est le domicile, travail, domicile, c'est domicile, fac, domicile, bref, des petits déplacements quotidiens. Ce qui veut dire que, quelque part, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, Bruno, je crois, c'est qu'effectivement, nous roulons tous les jours pour des besoins simples, des petits déplacements, mais avec, dans la plupart des cas, des moyens totalement disproportionnés aujourd'hui. Alors, repenser la voiture du quotidien à partir des usages, c'est aussi regarder la motorisation des ménages français. 83% des ménages sont motorisés. Alors, bien sûr, ruralité, 95%, versus Paris, 65%, bien évidemment. 36% possèdent 2 voitures ou plus. Et j'insiste sur ce chiffre parce que ça représente quand même 10 millions de voitures, ce qui n'est pas neutre. Avec un parc qui vieillit, alors je crois que dans les années 2000, il était de 5 ans et demi, on passe à 10,3 ans, ça varie, des fois 11 ans, un petit peu plus maintenant, me dit Laurent, donc chiffre à réactualiser. Alors, pour plusieurs raisons, des véhicules plus fiables, des arbitrages aussi. Est-ce qu'on a encore envie d'acheter une voiture ? Il y a peut-être d'autres priorités. La voiture fait peut-être un peu moins rêver. Et puis, il y a aussi une grande interrogation par rapport à ce qu'est l'avenir de l'énergie. Quelle motorisation ? Quoi acheter ? Je vous le dis parce que j'en fais partie. On pourrait débattre sur mes véhicules, mais je me pose aussi des questions. Et un parc encore composé de 50% de diesel, mais qui recule considérablement. Et puis 4% électrique hybride, donc ça recoupe les chiffres que Laurent a donnés tout à l'heure. Voilà, vous avez ici un petit graphe qui vous montre effectivement la multimotorisation des ménages. Ça démontre une chose importante, c'est que les monomotorisés ont besoin d'un véhicule fonctionnel, à la fois pour les petits déplacements, mais aussi pour les plus grands déplacements occasionnels. Ça veut dire un véhicule qui soit quand même sécuritaire, confortable, avec d'autres fonctionnalités. C'est évident. Mais les multimotorisés ont effectivement ce véhicule, mais ils ont aussi un plus petit véhicule pour leur déplacement quotidien. Et c'est certainement cette cible-là, effectivement, sur laquelle, moi, il me semble important de travailler. Alors, le vrai visage du marché automobile, c'est de se dire aussi, alors j'aime bien le chiffre de 2024, mais finalement vous pouvez mettre 2000, vous pouvez mettre depuis même 1990. Le particulier n'a jamais acheté de véhicule neuf. Je ne sais pas si vous partagez mon analyse, mais 1,72 million de véhicules neufs immatriculés, 5,5 millions de voitures d'occasion. Avant, ma proportion, c'était 2 et 5. On n'est pas très loin. Mais ce qui veut dire surtout que sur les véhicules neufs achetés, plus de 50% sont achetés par les entreprises. Donc, avec un prix moyen, effectivement, aujourd'hui, d'un véhicule neuf à 30 000 €, donc une évolution de plus de 40% en 10 ans, ce qui est important. Donc, le VN, le véhicule neuf, ne concerne pas le particulier, le ménage français. Et on assiste aussi en même temps à un décrochage du véhicule accessible, hausse des prix moyens du neuf, plus 40% en 10 ans, on l'a évoqué tout à l'heure, multiplication des équipements réglementaires, complexification technique, stratégie haut de gamme des constructeurs automobiles, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc on arrive effectivement à une évolution, ce qui me fait dire que les petits véhicules accessibles disparaissent,
Mais là, on vient d'avoir effectivement une brillante explication sur les raisons. Donc, ma vision n'est que modeste par rapport au cours que nous venons d'avoir. Les besoins d'une nouvelle catégorie, ça paraît évident. Ça paraît évident pour répondre à nos 80% de trajets inférieurs à 50 km/h. Mais un véhicule léger, un véhicule sobre, moindre besoin énergétique, adapté à la transition énergétique, on en parlera peut-être tout à l'heure, est-ce qu'il faut que ce soit un véhicule thermique ou un véhicule électrique? J'ai là-dessus ma conviction. Contenu, avec un coût contenu, bien évidemment, c'est l'acceptabilité et l'accessibilité sociale. On parlait du prix tout à l'heure, j'ai entendu 10 000 €. Oui, il ne faut pas que ça dépasse ça, à mon avis, si on veut effectivement toucher une certaine cible. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'un véhicule qui fait tout, mais d'un véhicule juste. Alors je pourrais dire simplement, faites-nous juste un véhicule. Voilà. Et pour répondre aux besoins d'une partie de la population, parce que pour moi, je suis sûr que ce nouveau véhicule, Popcar ou autre, ou Kécar, ne concerne pas tout le monde aujourd'hui dans la cible. Il concerne les ménages multimotorisés. Je vous ai parlé tout à l'heure de 10 millions de véhicules. C'est quand même pas neutre. Mais je pense qu'effectivement, là, on a véritablement une cible. Et puis, peut-être les primo-accédants, les jeunes actifs, les étudiants, s'ils ont un véhicule effectivement accessible, une voiture abordable, simple, électrique. Et voilà. Et pour moi, ce véhicule, aujourd'hui, bien, il n'existe pas ou il n'existe plus. Et donc, penser le marché de demain, bien évidemment, si j'avais à résumer, c'est intégrer le véhicule d'occasion dans le schéma pour les ménages qui sont monomotorisés, mais ça veut dire aussi un véhicule d'occasion avec un véhicule adapté à la transition énergétique des ménages. Ça veut dire durabilité, réparabilité, on en parlera tout à l'heure, seconde vie de l'électrique aussi, valoriser la simplicité, l'efficience, repenser les normes, et ça au niveau de l'Europe ou au niveau de chaque pays en tout cas, mais repenser les normes pour autoriser la sobriété et puis maintenir le cap vers l'électromobilité. J'ai trop peur de ce qui va se passer prochainement, mais ça va être, excusez-moi, un peu le bordel dans l'imperception du grand public vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Il faut un peu clarifier les choses. Donc, je serais tenté de dire, penser utile avant de penser technologie et puissance pour ce genre de véhicule. Ça paraît évident, mais c'est ce qu'on a vu effectivement avec la Popcar. Et enfin, pour conclure, je dirais que c'est adapté pour préserver. Pour moi, l'automobilité est vitale. Vous l'aurez compris, je ne suis pas parisien. Fier de l'être, de ne pas l'être, pardon. Lapsus. Ce qui veut dire qu'effectivement, nous avons besoin d'une automobile pour vivre, pour nous déplacer, pour effectivement l'éducation, le travail, le loisir, la culture, pour les enfants. C'est vital. Repartir des usages et non des standards habituels et réinventer une automobile juste, sobre, intelligente, accessible, écologique. Là, je parle comme un livre peut-être parce que je n'ai pas cette technicité. Mais je conclurai simplement en disant que ce n'est pas le style du véhicule qui fait la modernité. Pour moi, ça va être l'intelligence de son usage. Voilà. Je m'arrêterai là pour rentrer dans le débat tout à l'heure. Et donc, je donne la parole maintenant, retour d'expérience, à Étienne pour l'AMI. Et on avait reçu justement aussi dans un webinaire sur les véhicules intermédiaires, on avait parlé de l'AMI. Donc, oui, c'est bien. Alors ça tombe bien, parce qu'on parlait de juste un véhicule, mais peut-être que l'AMI, c'est un véhicule juste en fait. Quand on regarde, c'est un objet. Alors l'AMI, je vous parlais aujourd'hui de la micromobilité telle qu'on la conçoit maintenant depuis quelques années chez Stellantis, où on a démarré avec un quadricycle du L6, qu'on a un peu décliné sous différentes formes. Là, vous voyez un exemple avec une Buggy, avec une Topolino, mais aussi un véhicule juste avec quelque chose qui veut dire qu'il y a une empreinte CO2 qui sait être limitée. Alors on évoquait tout à l'heure les cibles des équivalents tonnes CO2 auxquels on doit arriver. Juste pour se mettre en tête, une AMI, c'est moins de 4 tonnes de CO2. Donc c'est quand même pas si mal que ça en termes d'empreinte. Donc encore une fois, véhicule juste, je pense que ça peut être un exemple, même s'il faut qu'on améliore un peu ou qu'on augmente un peu les usages possibles. Pour se rappeler, les catégories de véhicules que l'on a, alors quand on parle en homologation européenne, on a tout un tas de catégories, mais ce sur quoi on veut focuser là aujourd'hui, c'est plutôt la catégorie L, les véhicules légers motorisés. Les autres véhicules qu'on voit couramment dans la rue, c'est la catégorie M, M1, NA, suivant qu'on est VP ou VU. Dans la catégorie L, on a encore une petite quantité de sous-catégories, selon qu'on ait 2, 3 roues, 4 roues. Et là, on va s'intéresser aujourd'hui plutôt ce qui est autour de la catégorie quadricycle,
Et puis un petit peu aussi L5 avec le TRIS, on le verra par la suite. Donc la catégorie en quadricycle, hein, il y a quadricycle léger, quadricycle lourd, quadricycle léger, moins de 425 kg, moins de 425 kg quand même. Quadricycle lourd, il est lourd mais il fait que 25 kg de plus, c'est 450 kg. Avec des niveaux de vitesse limite à 45 à 90 respectivement. Et puis on pourra voir aussi que pour le tricycle, par contre, le L5, lui, il n'est pas limité en vitesse, mais ça permet de faire autre chose et pas limité en masse. L'exemple d'une amie. Une amie, finalement, on a cherché à faire un objet, alors qu'on a voulu aussi, j'allais dire, économique que possible, parce que c'était quand même une assez forte ambition à ce sujet-là. Et on le voit, d'une part, au travers du châssis tubulaire. Châssis tubulaire, pourquoi on est passé sur un châssis tubulaire sur cette voiture? Parce qu'en fait, on démarrait avec une cible de production, une cible d'investissement qui était quand même relativement limitée. Passer des solutions en tôle emboutie, c'est très sympathique, ça peut être potentiellement plus léger, mais c'est beaucoup plus cher en investissement. Donc, châssis tubulaire, ça nous a permis quand même, malgré tout, d'assurer une très bonne protection. Alors, pour ceux qui ont un petit peu l'œil, on peut voir qu'on a essayé de travailler les voies d'effort pour les crashs, aussi bien pour protéger la batterie que les occupants. Et tubulaire, sans renier pour autant sur la durabilité, parce qu'on a quand même des tubulaires zingués qui permettent de se protéger très, très correctement. Donc, ce tubulaire, sur ce tubulaire, on raccroche ensuite tout ce qui est nos éléments de carrosserie, qui sont donc un plastique qui est facilement recyclable si on le souhaite. Et avec une particularité aussi dans la conception sur cette voiture, c'est que, alors comme le disait la pub à l'époque, non, on n'a pas viré le styliste, mais on a mis quand même la même face avant à l'avant et à l'arrière. Ça a quand même permis de simplifier là aussi les investissements. Les portes, c'est pareil. La porte gauche, c'est la porte droite. Hein. Les charnières sont inversées, ne sont pas inversées justement entre côté gauche et côté droit. On a essayé aussi quand même de reconduire des éléments qui pouvaient déjà exister. Là, ici, la machine, c'est un alternateur réversible. Alors, on avait développé avec notre partenaire Valeo il y a une quinzaine d'années maintenant les alternateurs réversibles pour là-dessus. Ça, c'est une machine qu'on a poussée à 48 volts, qui reste dans les limites de puissance de la catégorie, mais donc qui permettent là aussi de limiter leur développement. On essaye de reprendre au maximum des éléments existants. Alors un autre élément aussi, je l'ai oublié peut-être là, vous ne l'avez pas vu, voilà, c'est les freins. Alors c'est pareil, frein et liaison au sol à l'avant, ça vient d'où? Ça vient d'une 208. C'est surdimensionné complètement. Une voiture, n'empêche qu'au final, ça fait des pièces qui sont moins chères. Donc dans l'esprit toujours de chercher à faire une voiture qui soit économique, abordable, faible investissement, on avait repris des pièces de ce type-là. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est un objet qu'on fait avec un peu d'investissement. Pour donner un ordre de grandeur, on va dire très grossièrement, vous divisez par 10 les investissements pour faire une amie, usine comprise, par rapport à un véhicule de la catégorie M1. Avec, donc, comme je l'ai dit, un châssis tubulaire, du plastique et surtout aussi, elle a été conçue pour faire un système d'assemblage relativement simple. Alors, le système d'assemblage, on va le voir un petit peu après derrière. On retrouve ici le châssis et qu'on va équiper petit à petit avec ces différents éléments. D'accord. Le plastique qui sont collés, vissés selon les pièces, collés à l'extérieur. Ça a bien marché, et auquel finalement on réussit à habiller comme ça la totalité du véhicule. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait cette plateforme, finalement on réussit à en décliner quand même malgré tout un certain nombre de variantes. On a fait des variantes entre guillemets simples, passant d'une amie à une buggy, c'est les images que l'on voit là-haut. On a fait une variante super simple avec les Lirox en rebadgeant simplement le véhicule. Puis on a fait un objet quand même qui est perçu relativement différemment, qui est la Topolino, sur lequel on a fait un reskin. C'est un véhicule qu'on a allongé à peu près de 80 mm et finalement qui présente un style très très différent. Bon, alors on a dépensé un petit peu parce que la Topolino n'aura pas échappé n'a pas la même face avant que la face arrière. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on a réussi finalement avec un investissement et une ligne de production bien contenue à, j'allais dire, proposer une gamme de véhicules assez différents. Alors ça, c'était donc pour ce qu'on fait en L6. Alors, entre parenthèses, je vous ai mis ici un petit nuage de points là. Alors moi, je suis désolé, j'ai pas mis les puissances, j'ai mis les euros parce que c'est aussi ça qui compte quelque part. Euros et puis l'autonomie. On parlait d'usage, combien de kilomètres il nous faut par jour, etc. Finalement, vous voyez une amie, où est-ce que se situe? Oui, on a pas mal visé quand même. On s'est mis à peu près en bas à gauche. On a essayé de se mettre sur un objet qui répond aux besoins de l'autonomie. Alors, pour info, on avait fait une enquête client à peu près un an et demi après avoir commercialisé l'AMI, pour regarder quel était réellement, ce qu'on s'était posé la question de dire, oui, mais il y en a qui disent 100, 150 km, c'est ce qu'il faudrait pour ce type de véhicule. L'AMI n'en fait que 75, un petit peu plus, 80 km d'autonomie. À l'usage, on s'est aperçu que les clients, ils rechargent à peine une fois par semaine.
Donc l'autonomie, c'est pas vraiment une grosse question. Le point qui était quand même une grosse question, et qu'est-ce qui a fait aussi le succès de l'AMI et de la Topolino, c'est quand même quelque part son prix. On a fait des gros efforts, on a essayé de faire une conception intelligente pour se mettre au juste nécessaire, pas de fioritures. Alors c'est vrai que oui, il n'y a pas de clim dans la voiture. Bah oui, il n'y a pas de vitre électrique. Bah non plus. Mais enfin, quelque part, au final, c'est une voiture que l'on vend 7 000 €. Et puis, et l'AMI, bien sûr, et j'oublie pas les Topolino et les Irox qui vont avec. Alors le tris, bon, je vais être plus rapide sur le tris parce que sinon on va y passer la nuit. Mais vous en avez pu avoir un à l'entrée. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'entre vous là qui étaient un peu curieux autour à se poser des questions de l'objet et de l'engin. Alors ça, c'est un objet qu'on a fait pour le marché Moyen-Orient-Afrique. Vous ne voyez pas en Europe pour l'instant. On a commencé la production cet été à Kenitra, au Maroc. Donc il produira pour l'ensemble du marché Moyen-Orient-Afrique. Cet ensemble-là, on a essayé quand même de reprendre le maximum d'éléments que l'on pouvait issus du quadricycle. Alors, évidemment, quadricycle, là, on l'a su avant, c'est plus compliqué de le reconduire. Ici, par contre, tout ce qui est chaîne de traction, machine, batterie, architecture électrique, c'est des éléments qu'on a reconduits. Alors, le train arrière, il est un peu différent. Il est un peu différent parce que là, c'est un objet, on parle plus de la même chose. On est dans la catégorie L5. C'est une voiture un véhicule qui fait un peu plus de 400 kg à vide, y compris sa batterie. On met plus de 500 kg dans la benne, 550. On va peut-être bien aller encore un peu au-delà de ça, sensiblement à ça. Donc, c'est un véhicule utilitaire pour les professionnels. Il existe en plusieurs versions. Là, on le voit en flatbed, qu'on peut équiper comme on veut. On le voit en pick-up. Il y a aussi un cargo box qui arrive. Et peut-être qu'encore, on pourrait imaginer d'autres versions qui vont venir derrière. Mais sur ce type d'objet-là, même combat, on fait quelque chose qui essaie de répondre aux justes besoins. C'est l'objet qui peut être le last mile delivery. C'est-à-dire qui est, encore une fois, hyper vertueux. En termes d'empreinte carbone, on est assez homogène par rapport à ce que fait une Citroën Ami. Et donc, finalement, quelque chose, on pense que c'est un élément important pour notre cible de réduction de CO2, parce que comme le disait en filigrane Laurent et les autres intervenants précédemment, c'est dommage d'avoir 1,5 tonne de ferraille pour transporter 80 kg, quoi. C'est pas terrible. Voilà. Juste pour rappel, les homologations, voilà, les différentes catégories, mais ça, cet élément-là, on doit pouvoir passer. Par contre, je ne sais pas comment on vient dessus. Voilà, c'est bon. Et vous aurez des questions tout à l'heure si vous voulez. Mathias, à toi. Bonjour à tous, Mathias Gollenberg, directeur du développement chez Segula Technologies et aussi porteur du projet ULP qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc vous avez compris, je ne vais pas vous répéter tout ce que vous avez vu, mais globalement il y a un trou dans la raquette réglementaire entre les L et les M. Il y a deux options, soit on attend que ça change. Nous on a décidé de faire tout de suite. Stellantis l'a prouvé, ils ont sorti la AMI et aujourd'hui c'est plusieurs dizaines de milliers de véhicules qui sont produits chaque année avec AMI et les petites sœurs. Et nous, ça nous a beaucoup inspiré. On s'est dit avec humilité qu'il fallait essayer de comprendre ce succès et puis voir ce qu'on était capable de faire à partir de cette catégorie L. Donc le projet c'est ULP, Ultra Light Platform. C'est un projet qui est supporté par plusieurs entreprises. Ça a été initié par Segula. Il y a d'autres partenaires, Continental / Homovio, ils ont changé de nom. Cibros, qui est une entreprise de connectivité américaine, et puis plein d'autres entreprises que je n'ai pas le droit d'annoncer ce soir. Donc, vous en saurez un peu plus tard. Vous avez compris, on a des objectifs assez communs avec les autres projets et les autres constats. Nous, notre objectif, il est simple, c'est d'essayer de reprendre un petit peu la main en créant des véhicules fabriqués en Europe avec beaucoup de composants européens. Il y a le marché des L qui existe, mais qui est un tout petit marché, 65 000 ventes en Europe en 2024. Et puis la catégorie A en M1 qui disparaît, y compris la catégorie B aussi, qui a tendance à disparaître, notamment à cause du GSR2, de la transition énergétique sur les électriques, qui rend les véhicules extrêmement chers. Et puis aussi, voilà, du coup, ça fait des faibles volumes de vente et donc difficile d'amortir la R&D. L'idée, c'était de créer une plateforme qui soit modulaire et cross-OEM. On y reviendra un peu plus tard. Et notre objectif, c'est de sortir des véhicules qui soient entre 8 000 € et 20 000 €, les deux extrêmes, évidemment, en proposant des véhicules L6 sous les 8 000, des véhicules L7 sous les 10 000 et des véhicules L8, on en définira ça un petit peu après, sous les 13 000 €, des véhicules qui sont capables d'aller jusqu'à 130 km/h. Voilà, ça c'est une image qui est assez parlante. Donc en 2005, le prix moyen d'une Renault Twingo, c'était 10 600 €, pas le prix de départ, le prix moyen.
Aujourd'hui, ça a été annoncé, la nouvelle Twingo aux alentours des 20 000 € prix de départ. Donc si on ramène avec l'inflation, en fait, la Twingo elle aurait dû coûter 14 450 € et pas 20 000. Et encore une fois, c'est le prix de départ. Donc on voit qu'il y a une inflation sur le poids, la puissance, le prix. Ça, c'est un vrai sujet. Et le résultat, c'est quoi? C'est que on a perdu 76% des immatriculations sur le segment A des véhicules à cause de ces sujets. On a pris du poids, évidemment, et le prix a explosé. Il y a 4 problèmes majeurs sur la catégorie L qu'il faut craquer. Le premier, c'est la sécurité. Aujourd'hui, si on veut qu'il y ait une adoption de masse de ces véhicules, il faut que la sécurité augmente sur ce type de véhicule. Le deuxième, c'est que la plupart, en dehors de Stellantis qui a fait un très bon travail là-dessus, la plupart des véhicules de catégorie L sont extrêmement chers par rapport à ce qu'ils proposent en termes de prestations. Ça, c'est un vrai sujet. Le troisième, c'est la régulation. On est d'accord, vous avez compris qu'il y a un trou dans la raquette en termes réglementaires. Le L7 n'a pas le droit d'aller sur les autoroutes, n'a pas le droit d'aller sur les voies rapides. Le L7 n'a pas le droit de dépasser 90 km/h, n'a pas le droit d'avoir plus de 4 passagers. Donc c'est quelque chose qui est très limité en termes d'usage. Moi, typiquement, j'habite Paris, je travaille à Trappes, je mets 2 heures tous les matins pour faire 35 km. Donc c'est pas ma vitesse moyenne qui pose problème, mais j'ai pas le droit de le faire en L7. Donc ça, il y a un sujet. Le quatrième point, c'est que c'est très compliqué d'amortir des coûts de R&D si on ne fait pas de volume. Et donc, du coup, personne n'investit sur ce type de véhicule. Les constructeurs n'y vont pas à cause de ça. Ce qui fait que les véhicules qui sortent en L6 ou en L7, qui sont faits par des petites startups ou des micro-constructeurs, sont extrêmement chers. Ce qui explique la raison du prix et de la qualité des véhicules. Donc, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'aller taper le L6, le L7, faire une plateforme qui soit la même pour L6, L7, et de déborder avec une nouvelle homologation qu'on appelle le L8, mais qui s'appellera peut-être le L7+, peu importe, et aller grignoter des parts du segment A, voire du segment B sur cette même homologation. L'idée, elle est très simple, avoir une seule et même base pour l'ensemble des véhicules, partager les composants, partager les outils industriels, partager un maximum de choses pour diminuer les coûts, générer du volume. L'avantage aussi de partir d'en bas, c'est que, vous savez, ça fait 20 ans qu'on défend le fait d'avoir de plus en plus de sécurité dans les véhicules. Le fait de dégrader la catégorie M, à notre sens, pose un problème d'un point de vue moral, puisque ça veut dire que, globalement, pour les petits véhicules pas chers, on se permettra d'avoir moins de sécurité par rapport à l'état de l'art. Nous, ce qu'on propose dans l'approche, c'est plutôt de partir d'en bas et de pousser le curseur pour augmenter la sécurité des catégories L et d'aller pousser. Alors l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de sécurité que ce qui existe, mais pour accéder au L8, on a fait une proposition où il faudrait airbag ABS, mais pas de GSR2, pas les bip bip dans la voiture, qui sauvent pas grand monde, je crois en tout cas. Voilà une image design de la plateforme. L'idée, elle est très simple, c'est de faire quelque chose qui mutualise un maximum de composants et qui mutualise aussi le ticket d'entrée R&D. Donc on paye une fois le ticket d'entrée R&D, et on mutualise les composants pour faire du volume. Baisse de coût, évidemment. Par contre, on ne veut pas proposer toujours la même voiture. Et donc, on a créé beaucoup de modularité dans le véhicule. Ça fait partie de l'ADN. Donc, qu'est-ce qui est modulaire? Globalement, la longueur du véhicule, la hauteur du véhicule, un petit peu la largeur du véhicule, la taille de la batterie. Donc on peut passer de 6 kWh à 42 kWh, ce qui est énorme dans cette catégorie. On est en 48 volts sur les premiers prix et on peut faire du 400 volts sur les versions haut de gamme. Voilà, on a beaucoup d'adaptations qui sont faites sur des mêmes composants et des mêmes bases. Et on peut imaginer une AMI 2, on peut imaginer un véhicule, un pick-up, on peut imaginer un véhicule 4 places, et on peut imaginer un véhicule un peu rigolo, un petit véhicule de sport, comme une petite Copen, par exemple, de chez Daihatsu. Il y a énormément de choses qu'on est capable de faire. On travaille aussi sur une architecture électronique qui est déjà développée et qu'on a connectée grâce à une solution américaine qui s'appelle Cibros. Donc ça permet de mettre à jour le véhicule et d'avoir beaucoup de modularité sur l'architecture électronique qui coûte extrêmement cher à développer si on le faisait nous-mêmes. Voilà quelques caractéristiques techniques. Donc l'idée, c'est de faire des véhicules qui soient capables de faire entre 2,30 m et 3,70 m. C'est du tube, c'est facile à couper. Le maximum réglementaire est 1,50 m, mais dans notre proposition, on pousse à 1,60 m dans le L8. Donc on se laisse 100 mm de jeu sur la largeur, de 6 kWh à un peu plus de 40 kWh, 48 400 volts, avec la capacité de faire du CCS sur la partie 400 volts,
et on vise jusqu'à 4 étoiles Euro NSTAR, catégorie L7, je précise. L'idée aussi, c'est d'avoir une logique très open avec potentiellement une logique d'accessoirisation qui a beaucoup d'intérêt puisque ça ne rentre pas dans les 450 kg réglementaires. Tout ce qui est accessoire permet de rajouter un petit peu de masse. Donc on peut imaginer une climatisation en accessoire, par exemple, qui ne rentre pas, que vous pourriez prendre dans le véhicule et le monter en aftermarket. 2 schémas industriels. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vend? On vend le niveau 1 de service, c'est juste les composants. Et donc un constructeur peut acheter les composants et développer son véhicule. Mais on peut aussi vendre la base roulante complète, voire le véhicule fini. Et donc ça, on le fait avec des partenaires. En l'occurrence, Forvia a une très très belle usine et on est en train de travailler avec eux pour récupérer une usine qui faisait du pot d'échappement. Ça tombe bien, c'est du tube et donc on va la récupérer pour faire notre châssis en tube. Donc vraiment 2 manières de voir les choses. Soit le constructeur achète la plateforme finie, soit le constructeur achète les pièces et assemble dans son usine d'assemblage. Pour un constructeur, c'est assez chouette en fait de créer un véhicule sur ULP. La première étape, c'est de définir la catégorie d'homologation. La deuxième, choisir le powertrain, donc 48 volts, 400 volts, l'architecture aussi de la batterie. Ensuite, définir toute la partie features des véhicules, avec ce qui est de série, ce qui est en option, ce qui va définir une bonne partie de l'architecture électronique. Et enfin, le schéma industriel. Est-ce qu'on achète le véhicule semi-assemblé ou le véhicule en kit? Une fois que ces 4 étapes sont faites, la promesse, c'est qu'entre 12 et 18 mois, on puisse avoir le véhicule en production. Donc on divise par 2 en moyenne les temps de développement de ce type de véhicule. Voilà, c'est un petit aperçu du projet ULP. C'est la première fois qu'on en parle publiquement, mais c'est le 571e pitch que je fais du projet. Donc vous allez en entendre parler de plus en plus l'année prochaine. On est très heureux en tout cas de vous présenter ça. Et puis on cherche pas mal de personnes pour nous rejoindre. Donc vous êtes les bienvenus si jamais vous souhaitez vous impliquer sur ce projet. Merci. Merci Mathias pour cette présentation. Mathieu, si tu veux, maintenant on a parlé beaucoup du projet, on a parlé beaucoup de réglementation, mais on va parler un peu de clients. Et donc ici à l'Estaca, on va demander aux élèves de l'Estaca, c'est Mathieu qui va nous le présenter, qu'est-ce que les étudiants, qu'est-ce que le consommateur veut? Ça c'est pas nous. Ah, voilà. Donc bonjour tout le monde. Donc en marge de cette réunion, on a fait un petit sondage aux étudiants de l'Estaca pour voir un peu ce qu'ils attendraient de cette nouvelle catégorie de voitures. Donc tout d'abord un peu le contexte, on va dire des gros clichés sur les étudiants de l'Estaca. Donc à l'Estaca, on est beaucoup à être passionné de voitures, mais un peu à l'ancienne. Donc on aime bien la performance, on aime bien les gros moteurs, on aime bien la mécanique un peu à l'ancienne, quoi. Et voilà, l'expression tailler la route et rouler, descendre des petites départementales à pleine vitesse. Donc du coup, le cliché, ça serait de dire que voilà, la micro-voiture, ça serait pas pour nous, et qu'on est par ailleurs un peu nostalgique un peu de tout ce qui est voiture thermique, les bons vieux moteurs à l'ancienne, carburateurs, etc. Donc comme vous pouvez le voir, notre questionnaire a été réparti en 5 sections. Donc d'abord un peu, c'était quoi l'usage qu'on comptait en faire, les priorités de choix techniques, tout ce qui est connectivité, donc par exemple l'audio ou le infotainment, le modèle économique, donc le prix, comment est-ce que cette voiture serait vendue. Et enfin, un peu, on a laissé à la fin un peu un verbatim pour laisser aux gens écrire un peu en plus en détail ce qu'ils voudraient. Donc tout d'abord, la population qu'on a sondée. Donc la plupart des gens sondés sont des hommes entre 18 et 22 ans, donc la population étudiante de l'école. 64% sont propriétaires. Alors on a mis entre guillemets, ça veut dire en fait qu'il y a une voiture à disposition, dont la plupart vivent en zone urbaine et périurbaine, donc sans doute autour de Laval. La plupart de ces personnes fait de l'autosolisme, donc conduit seul, sans passager, et 42% avec un seul passager. Et donc pour le reste, c'est des moyens plus classiques du style la marche, le vélo, les transports en commun, de ce qu'on a à Laval. Donc qu'est-ce qui se dessine de cette enquête? Donc tout d'abord, pour l'usage et le besoin, la plupart des gens sont plus pour être propriétaires de cette voiture, de ne pas trop la partager. Et aussi, on voit que le coffre n'est pas très prioritaire. Donc le but, c'est juste de transporter des petites marchandises.
Et la plupart veulent aussi des habitacles minimalistes, donc avec moins de gadgets, peut-être moins d'écran, moins d'éclairage d'ambiance. En ce qui concerne la technique, la plupart des gens veulent aller à plus de 90 km/h, mais veulent une autonomie quand même assez faible. On voit que 30% des gens veulent moins de 100 km d'autonomie, donc sans doute pour limiter un peu l'usage à l'intramuros de l'urbain. On ne veut pas aussi dégrader la sécurité. Je pense notamment à la sécurité passive en cas de choc. Et enfin, il faut avoir un point de recharge accessible. En termes d'infotainment, les réponses étaient un peu équilibrées entre soit on n'en veut pas, soit on veut tout. Mais l'indispensable semble être un peu tout ce qui est la connectivité smartphone. Donc on pourrait dire par exemple Android Auto, Apple CarPlay, ce genre de choses, ce qui pourrait suffire. En ce qui concerne le modèle économique, on voit quand même qu'il y a une volonté d'avoir des prix accessibles, quitte à avoir des voitures plus simples, moins équipées. La plupart voudraient donc acheter sa voiture ou au moins faire un leasing. Et pour un prix inférieur à 8 000 € pour la plupart, bien sûr, ou une location à moins de 100 € par mois. Enfin, on voit qu'il n'y a pas trop de résistance concernant ce nouveau concept. On voit que 80% des gens sont prêts à passer au M0, dont 34% quand même qui sont prêts à accepter quelques compromis. Donc il y a quand même un peu une volonté de remplacer un peu la voiture par ce M0. Enfin, j'ai noté usage équilibré, c'est pour dire que cet usage serait partagé entre le pendulaire, donc fac maison, mais aussi des voyages un peu plus grands autour de Laval ou dans la région. Donc on voit ici que les critères importants, c'est surtout le prix en fait, donc le coût d'achat de la voiture. Il y a aussi une volonté d'avoir un peu d'autonomie. Je pense pour avoir un peu la sécurité lorsqu'on veut faire des trajets plus longs. Et pour ce qui est des freins, on voit que le problème c'est un peu la cohabitation avec les autres usagers de la route. Donc peut-être si on va moins vite que les autres dans des grands axes, ça peut être un risque. Enfin, on a laissé un peu une section verbatim pour que les gens puissent s'exprimer. On a gardé une phrase qui, on pense, pourrait bien résumer un peu la philosophie qu'on attend. Donc un véhicule qui présente l'essentiel, dans lequel le sentiment d'optimisation et de bonne conception surpasse l'effet low cost. Donc il y a vraiment une volonté d'avoir l'impression d'avoir une voiture bien conçue, voilà, ce qui pourrait supplanter un peu le côté low cost. Merci à vous. Merci beaucoup Mathieu. On va maintenant démarrer la table ronde et merci à tous les présentateurs. Je vais appeler donc Laurent Ecquet, Tommaso Pardi, Emmanuel Bischoff-Cluzel, Laurent Perron, Étienne Pigot et Mathias Goldenberg sur la scène, s'il vous plaît. Alors, merci à vous tous pour ces présentations. Je vais juste faire une introduction en tant que directeur général de la SIA. Juste une chose par rapport à ce qui est dit. C'est un nouveau concept de conférence et on laisse la liberté de parole à tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que les constructeurs automobiles, et en particulier français, ne trichent pas. Appliquent la réglementation, la suivent au cours du temps et avec nous l'ensemble des équipementiers et des membres de la SIA, ce qui est clair est dans les conceptions futures. On a vu des choses très différentes, des concepts très différents, donc voilà. En termes de cahier des charges, par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas tous le même avis, et les étudiants et les consommateurs en particulier. C'est quoi votre avis, vos critères sur le véhicule idéal? Voilà, on va commencer, Emmanuel, si tu veux. Parce qu'on a parlé de 90 km/h tout à l'heure, du 130. C'est quoi le vrai cahier des charges produit de ce qu'il faut attendre de cette nouvelle catégorie? En tout cas, je vais vous décrire ce qu'on a imaginé pour la Popcar. Je vous l'avais dit, donc une masse réduite, donc petite voiture, facile à garer, facile à conduire. C'est une voiture, puisque je redis, c'est dans sa phase 1, elle correspond elle répond au GSR2, et dans sa phase 2, c'est un GSR2 adapté. Donc en fait, elle est vraiment sécuritaire. Quand je dis adapté, si on se disait, pour essayer de bien comprendre, si on se disait le GSR2 c'est une base 100,
et que donc nous, en disant on l'adapte, ça veut dire par exemple on va en prendre 80%. Par contre, partir du L7 et dire où il y a 0 et dire ok, je le monte en gamme, je serai plus sécuritaire, on va peut-être monter à 50. Il n'empêche que 50 par rapport à 80, finalement la Popcar à 80, elle est quand même plus sécuritaire qu'un L8 qu'on monte en gamme. Je voulais préciser ça pour que ce soit clair. On est parti sur des usages quotidiens. On l'a dit, on veut une autonomie de batterie autour de 150 à 200 km. On est sur des usages urbains, périurbains, mais aussi ruraux, pour des seniors qui n'ont pas besoin d'avoir un grand véhicule. On est sur 10 000 € avec incentive. Donc voilà, c'est par rapport à votre besoin, je dirais... J'aime pas trop le terme low cost en fait. C'est plutôt un compromis technico-économique pour avoir une petite voiture sexy, attractive et qui fait plaisir. Voilà. Merci. Deuxième projet, Laurent. J'oubliais, on vise 1 million de voitures. 1 million de voitures. Alors, ça correspond, puisque moi je disais, il y a une cible de 10 millions potentiels sur le... Alors, la question de départ était quel type de véhicule, quelle vitesse par exemple. Moi, ça me paraît évident que ce petit véhicule doit au moins avoir une vitesse de 110 km/h. Tout simplement parce que même quand on est urbain ou périurbain, il faut qu'on puisse prendre les rocades, éventuellement l'accession aux villes par le biais d'une bretelle autoroutière pour certaines villes. Donc, il faut effectivement pouvoir s'incorporer dans le trafic et avoir une certaine vitesse. C'est vrai que dans les villes, on a peu de vitesse. On est 50 km/h. Au CNSR, certains parlent de généraliser le 30 km/h, chose qui est pratiquement impossible à tenir, mais quelque part, on voit que la vitesse aujourd'hui, elle est chassée, mais quelque part, il faut quand même un véhicule qui puisse répondre à un usage quotidien dans un trafic, mais avec peu d'autonomie, peut-être 100 ou 150 km d'autonomie. Après, on reviendra peut-être sur l'énergie, en tout cas. Ce qui correspond à peu près à ce que nous ont dit les étudiants. Ce qu'ont dit les étudiants, oui. Mathieu, qui a un projet un peu différent quand on regarde Mathias, pardon, quand on voit ce que dit Emmanuel. Et Laurent, vous êtes plus à 130 km/h? Alors nous, on est à 110 km/h minimum. Déjà, pour revenir sur l'argument de la sécurité, en fait, peu importe comment ça s'appelle, si c'est du L8, du M0, du M1, on s'en fiche. Le constat, c'est qu'il y a un trou dans la raquette entre le L actuel et le M1 actuel. Le dimensionnement de sécurité, c'est pas parce qu'on part d'en bas qu'on n'arrive pas aussi haut que ce qu'on veut, et ça c'est important de le souligner. Donc voilà, aujourd'hui il y a eu beaucoup de choix réglementaires qui ont eu lieu, qui ont été très contraints, poussés par tout un tas d'administrations. Je suis pas sûr que quand on soit à 51 km/h et que ça fasse bip bip ou qu'on ait un freinage fantôme sur l'autoroute, que ça sauve du monde. En fait, ce qui sauve les gens, c'est un bon dimensionnement en crash et c'est des véhicules qui soient bien conçus. Donc ça, c'est le premier sujet. Nous, avec ULP, on est un créateur de bac à sable. Et l'objectif, c'est de donner accès aux constructeurs un terreau fertile pour qu'ils puissent faire le château. Donc on a un mini, un maxi, dans les contraintes du L actuel et dans les contraintes espérées du L8 qu'on pousse. Il faut absolument, si on veut mettre ces véhicules sur les voies rapides et sur les autoroutes, qu'on puisse avoir de la sécurité. Si on se retrouve avec mamie derrière à 80 km/h sur une pente à 2%, il y a quand même beaucoup de chances qu'on se mette en danger si on n'arrive pas à monter la colline. Et donc nous, on ne met pas de maximum de vitesse, pas de maximum de puissance, on contraint par le poids, parce que ça, finalement, c'est ce qu'il y a de plus sain et de plus simple. Et par contre, il faut qu'au poids maximal autorisé du véhicule, on puisse tenir 110 km/h PTAC max avec une pente de 3%. Ce qui, à mon avis, est quelque chose en fait, qui va sauver certainement plus de monde que de bloquer des véhicules sur l'autoroute à 110 km/h. Alors quand on parle de 110 km/h en scénario de crash ou autre, qu'on parle de 110, 130, les scénarios sont à peu près identiques, mais qu'en pense le constructeur? Donc Étienne, un constructeur pense de quoi sur l'ensemble de ces scénarios, 90, 110, 130, les crashs, la safety? Alors, la première chose importante, effectivement, c'est, revenons-en à la cible. On veut avoir une empreinte CO2 la plus faible possible. Donc de toute façon, la masse, il faut qu'on la réduise au maximum. Et aujourd'hui, on voit ce qu'on est capable de faire
sur de la catégorie L6, L7 à 425, 450 kg, et on voit si on veut mettre des critères de sécurité passive, qu'effectivement, ça sera compliqué d'aller descendre sous les 800 kg. Mais après, derrière, il faut pas oublier, c'est que dès qu'on va avoir des ambitions de vitesse en plus, c'était bien dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on va un peu plus vite, on appelle des dimensionnements supplémentaires. On amène de la masse supplémentaire. Ah merde, on vient juste de taper dans le précédent. Moi, je pense que, c'est mon avis personnel, mais on ne doit pas avoir de limitation de circulation. On doit pouvoir accéder à tous les axes pour avoir un véhicule versatile. C'est vrai. N'oublions pas qu'un camion va sur tous les axes. Un camion, il roule à 80. Une vitesse à 90, c'est le minimum. Il faut prévoir. Mais beaucoup plus que 90, je suis pas sûr qu'on y gagne beaucoup. Par contre, on va se mettre des contraintes parce qu'à la fin, on va créer une équation impossible à résoudre pour les ingénieurs. C'est-à-dire, si vous voulez moins de 10 000 euros, vous voulez avoir des cibles de CO2 très très faibles, vous voulez avoir ça, finalement, on n'aura rien. Donc, mettons-nous des cibles raisonnables et avançons pas à pas avec ce que la techno nous offre aujourd'hui. J'avais pas répondu sur la vitesse, moi. Donc en fait, dans l'étape 1, 850 kg, on est sur 130 km/h en fait. Par contre, sur l'étape 2, 750 kg, on recommande une vitesse à 110 km/h. Et on se dit aussi qu'à cet horizon temporel, je vous rappelle, on est plutôt sur 2033, parce qu'on se dit il y a quand même une affaire autour de la sécurité, ça va prendre du temps. On pourrait imaginer qu'à cet horizon temporel, les autoroutes soient limitées à 110. C'est une possibilité. En tout cas, recommander 110 km/h et par contre, pouvoir aller sur l'autoroute. Dans tous vos exposés, vous êtes sur du full électrique, on a bien entendu. On a entendu autre chose de la part de nos étudiants aussi. Donc pas de solution thermique ou hybride envisagée. Comment vous intégrez les desiderata des personnes habitant en campagne, dans les appartements ou, comme tu en parlais tout à l'heure, exactement, les foyers qui ont une seule voiture, qui demandent autre chose. C'est quoi la solution ? Je vais essayer de répondre. Oui, c'est pour ça que je disais un véhicule, pas pour tous les usages et pas pour tout le monde. Mais il faut déjà viser effectivement les ménages qui sont déjà effectivement en zone périurbaine, qui sont dans des résidences individuelles et qui ont une facilité à pouvoir recharger son véhicule. Mais ce serait, je pense, un peu une hérésie que de développer ce véhicule en partant sur un moteur thermique, pour moi. Parce qu'on est sur l'électromobilité et qu'il faut aller vers l'électromobilité par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Donc c'est l'occasion de le faire et de pouvoir justement mettre le pied à l'étrier pour une grande partie de la population et pour ce petit véhicule du quotidien. Donc, je voulais simplement effectivement réagir aux 90 km/h. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit véhicule citadin. On est dans ces eaux-là de vitesse, donc le compromis peut être celui-ci. Moi, je ne suis par contre absolument pas persuadé du 130 km/h parce que ce ne serait pas l'usage effectivement d'un véhicule sur autoroute. Pour ça, on a le véhicule d'occasion que l'on va encore avoir pendant très longtemps et sur lequel il faut justement amener une organisation d'un véhicule d'occasion en électromobilité et là qui sera un véhicule effectivement sécurisant, multifonction, on va dire, et qui pourra aller sur des grands axes, et notamment pour les vacances ou même pour emmener les enfants éventuellement. Mais pensons à ce déplacement quotidien domicile-travail qui sont la majorité des déplacements des Français aujourd'hui et que chaque Français fait tout seul. Vous l'avez dit, même les étudiants, j'ai entendu autosolisme, bravo pour le terme, on aurait pu penser qu'ils étaient un petit peu plus modernes, les étudiants, mais finalement ils le sont après dans ce qu'ils ont pu exprimer, mais je pense qu'effectivement ça fait partie du quotidien. L'autopartage, c'est bien, mais au moment de le faire, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais les mêmes horaires. On a toujours une bonne cause d'aller quelque part, de faire un achat, de faire autre chose, qui rend finalement l'autopartage compliqué. Donc, si on est tout seul dans sa voiture, qu'on soit tout seul, mais dans un petit véhicule. Voilà, Laurent, je crois que tu voulais intervenir. Oui, tu sais que j'adore la question. Oui, est-ce qu'il faut mettre de l'électrique ou autre chose que de l'électrique non, mais si on se place sur un horizon de temps un tout petit peu moyen et a fortiori long terme, je pense qu'on est tous à peu près convaincus que la seule solution, 1, pour nous sortir définitivement du pétrole dans l'automobile, 2, pour tenir nos objectifs climatiques, ce sera du full électrique à batterie. Les horizons de temps auxquels on parle là, sur M0, de toute façon, nous placent déjà dans une situation où le maillage en termes de bornes de recharge,
les capacités de recharge soit à domicile, soit sur la voie publique, soit dans le privé seront largement établies, ce qui commence quand même à être le cas déjà en France aujourd'hui. Et surtout sur un véhicule de ce type-là, dont la première destination est de répondre aux besoins quotidiens, il n'y a aucune raison qu'il soit autre chose que 100% électrique. On va sortir une étude là, mardi soir, qui sera présentée mardi soir au Shift, là, sur les usages de la mobilité longue du quotidien, c'est-à-dire les trajets supérieurs à 10 km. Et en fait, quand on regarde les déplacements par par tranche de kilométrage, il n'y a que 7% de la population, si je ne dis pas de bêtises, vous vérifierez mardi soir, qui font plus de 50 km par jour. Donc plus de 90% des gens font largement moins de 90 km par jour. De 50, pardon. Les autonomies dont on parle, elles sont largement suffisantes pour couvrir tout ça. Les 10 millions de voitures à renouveler, ça fait rien que sur le marché français 500 000 voitures par an. Allons-y, quoi. Allons-y. Juste, j'aimerais rajouter quelque chose. Donc, on parlait des 130 km/h. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'une nouvelle catégorie. Et donc, il ne faut pas, à mon avis, trop la contraindre. C'est pas parce que une Smart n'est pas fait pour faire le Tour de France, mais elle peut rouler à 130. Et voilà, donc l'idée qu'on a tous pressentie, c'est la mobilité du quotidien. Mais quand Renault a sorti la Twingo à la fin des années 90, c'était censé être une voiture pour les jeunes. Et c'est plutôt les personnes âgées qui l'ont acheté. Donc si on définit une nouvelle catégorie, je pense qu'il faut laisser suffisamment de largeur aussi pour pas trop contraindre les constructeurs et puis voir vraiment finalement ce qui va en ressortir en termes d'usage réel et en termes de vente réelle. Voilà, donc ça c'est une réflexion je pense qui est importante. Sur la partie électrique, BYD a présenté un véhicule pour le marché japonais, une K15. Elle recharge en 12 minutes de 10 à 80% pour un véhicule qui va coûter moins de 15 000 euros. Ça c'est aussi une réponse. Finalement l'électrique évolue et donc celui qui n'a pas à disposition une borne parce qu'il n'a pas une maison de 200 mètres carrés ou qui n'a pas accès à une borne sur son lieu de travail ou pendant ses études, voilà, c'est une réponse d'avoir de la charge ultra rapide. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix du 400 volts sur ULP, 48 pour vraiment avoir le prix le plus bas, et 400 volts aussi pour être capable de faire de la recharge rapide en DC, qui est un besoin qu'on a identifié pour certains types d'usages et aussi en termes de performance véhicule. Et donc, nous, on a réfléchi en termes de besoins immédiats, des trois types de besoins immédiats. Industriels, il nous manque 2 millions de véhicules en Europe par rapport à 2019. On est en train de fermer des usines. Donner aux constructeurs du grand moudre pour produire des véhicules, même si ce n'est pas les véhicules qu'ils veulent vraiment produire parce qu'il y a peu de marge dedans, mais les contraindre un peu, c'est une manière de sauver des emplois et de donner du dynamisme à l'industrie. 2, ça donne des véhicules qui peuvent, d'ici 2030, utiliser pour les CO2. Et on sait que la cible 2030 est beaucoup plus exigeante que la cible 2025, qui ont eu déjà du mal à atteindre. On demandait les flexibilités. Donc si on veut maintenir l'illusion même de 2035, ça passe par 2030. Autrement, tous les châteaux du Green Deal tombent à l'eau. Et donc, on s'est dit, il faut quelque chose qui puisse être mis en place rapidement. Et nous, on pense donc qu'une sous-catégorie aimant comme première étape est quelque chose de beaucoup plus faisable et rapide pour ces deux raisons. Homologation, on ne change pas les conditions d'homologation. Et ce qu'on avait proposé, c'est peut-être les gels du cadre réglementaire pour ces véhicules, de manière à assurer, même avec les surcoûts qui sont propres à cette réglementation, que la plateforme ne doit pas s'adapter à des nouvelles contraintes réglementaires sur les 5-6 années à venir. Donc garantir une plateforme sur 4-5 ans, avec la même idée qui soit partagée par les constructeurs. On pense qu'un Airbus du petit véhicule, ça a été évoqué par Luca De Meo, puisse être une solution. Et donc c'était ça qu'on peut s'attendre, à mon sens, même si il faut que les constructeurs jouent le jeu. Il faut que les constructeurs disent, nous, ça nous intéresse, et on veut vraiment que cette catégorie existe. Et donc là, c'est important de voir comment Renault et Stellantis se positionnent, et les Allemands aussi. Alors on n'a pas évoqué dans les présentations, mais c'est un aspect important. Vous avez vu ces objectifs paramétrés au poids un peu paradoxal. Alors pour des raisons que je n'évoquerai pas, la pente a changé en 2025, et donc des positives, elle est devenue négative. Ça veut dire qu'à partir de 2025, si vous allégez la masse moyenne du véhicule que vous vendez, votre objectif CO2 devient moins important. Et donc l'intérêt d'avoir des petits véhicules dans ces ventes est devenu soudainement très intéressant. Avant, ça vous pénalisait, votre objectif CO2 devenait plus exigeant. Maintenant, vous êtes gagnant.
plus vous êtes léger, moins votre objectif CO2 est contraignant. Et donc ça, si on les maintient, ça donne tout l'intérêt de vraiment, pour les constructeurs, investir cette nouvelle catégorie. Mais c'est pour ça que nous, dans les ouvrages qu'on a fait, qui est plutôt court terme, c'est plutôt vraiment de réfléchir d'ici 2030, comment on sauve les Green Deal et comment on donne des voitures électriques accessibles à tout le monde, on s'est dit ces sous-catégories-là pourraient être les compromis de court terme. Et en même temps, on considère que l'L8 ou l'M0 pourraient être une solution complémentaire à plus long terme, de créer des nouvelles solutions de mobilité vraiment très vertueuses en termes d'empreinte carbone. Donc c'est un peu ça qu'on espère de voir, mais maintenant il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion et les constructeurs sont un peu coupables, je peux me permettre, de cette confusion, parce que ils ont quand même salué en 2022 les changements de réglementation. Ils ont dit finalement on y est, on y va. Ils ont même annoncé tout ce qui serait électrique avant la contrainte réglementaire. C'est vrai que 2025 était un peu compliqué. Ça leur a coûté un peu d'argent. C'est ça, fondamentalement, vendre un peu plus d'électrique par rapport au thermique. Et finalement, ils ont choisi une solution des facilités qui, du point de vue allemand, est sans doute plus prioritaire que du point de vue français, qui consiste à dire donnez-moi des flexibilités, donnez-moi plus de temps. Mais ça décrédibilise l'objectif 2035. Et c'est l'objectif 2035 tombe à l'eau. Tous les cercles vertueux qui a été derrière et qui a enclenché de nouveaux investissements, qui créait aussi l'attente du public, qui déclenchait les soutiens publics, etc. Toute la dynamique positive qui avait émergé en 2022-2023 tombe à l'eau. Donc c'est très important pour moi que les constructeurs, à un moment donné, prennent position. Ceux qui sont pour 2035 le disent clairement. Et moi, j'ai le sentiment que les constructeurs français auraient tout à gagner face aux constructeurs allemands, à maintenir les caps et aller vers les petits véhicules électriques. Donc on verra dans quelques semaines, mais en tout cas les constructeurs français ont une position différente des constructeurs allemands dont tu parles sur ce 2035, donc on les laissera parler à ce moment-là en début d'année 2026. Dans ce que vous êtes en train d'expliquer, si c'est une catégorie qui, on va dire, j'aime pas les sous-voitures comme certains l'ont appelé, en tout cas une voiture abordable, utile à tous et avec l'ensemble des cahiers des charges produits. Si on part d'une catégorie M1 vers une nouvelle catégorie en premier step en disant on fait quelque chose, on va parler de PRF et de prix de vente aussi par rapport à tout ça. Il est pour moi très compliqué d'arriver à des objectifs. Les étudiants parlaient en dessous de 8 000 €. On va essayer déjà de faire entre 8 et 10 000 € en premier step, ce qui était la Twingo d'il y a quelques années. Comment on arrive à faire un prix de vente en dessous de 10 000 € en partant d'une M1 ? En tout cas, j'ai du mal à le voir en connaissant les plateformes, les scénarios aujourd'hui réglementaires et ainsi de suite. Pour parler planning, donc le planning ULP, c'est 2027. Ça fait plus d'1 an qu'on est en développement aujourd'hui, et donc les premiers véhicules vont sortir en juin 2027 sur ce qui existe, du L6 et du L7 dans un premier temps. Le L8, ce sera peut-être du L7+, et peut-être que c'est une réforme du L7 aussi qu'il faut faire pour accélérer les choses. On a retourné nous le problème dans tous les sens et on voit pas comment on peut atteindre l'objectif de PRF en partant du M1 avec les contraintes. C'est honnêtement quasiment impossible, ne serait-ce que sur le ticket d'entrée d'ingénierie. Quand vous connaissez les coûts de développement de n'importe quel composant, c'est assez énorme. Nous, on a été vraiment fortement inspirés par Stellantis et la AMI, et on voit qu'en mettant beaucoup d'intelligence dans la conception, on arrive à faire des choses assez chouettes. Et ça, c'est vraiment une inspiration qu'on a essayé de pousser. Et on récupère énormément de choses qui existent sur étagère, qui viennent soit du M1, mais d'avant, avant GSR2. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui obsolètes, mais qui existent, qui sont fiables, qui fonctionnent. On utilise beaucoup de choses sur étagère, et ça permet, en concevant de manière intelligente, et avec aussi l'association qu'on a avec différents équipementiers qui nous mettent à disposition des choses qui leur appartiennent, de ne pas payer le ticket d'entrée et donc d'être rentable sur des volumes très faibles. Pour sortir un véhicule à 8 000 € TTC, faut être sacrément performant sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur le ticket d'entrée, sur l'achat des composants. Il faut faire du volume. Et quand on définit toute la cascade de coûts, faut vraiment être très performant, et on est dedans tous les jours et on calcule à la vis tous les jours.
Et je pense que Étienne confirmerait ce sujet. D'autant que tu donnais un chiffre intéressant tout à l'heure. Tu disais la Twingo de 90, en fait, elle réactualisée, c'est 14 000 €. Ah, ouais. En fait, cette voiture qui n'avait pas d'ADAS, qui n'avait pas de safety, etc., qui n'avait pas des airbags, en fait, il faut quand même qu'on réussisse à baisser son prix de 40%, 50%. C'est un petit challenge quand même. Hein. Donc, Emmanuel, pour Capgemini et The Shift et ils ont pensé MVO, que c'était impossible et puis finalement ils l'ont fait. Hein. Voilà, mais bien sûr c'est challenging, mais si on réunit tous les paramètres qui sont aller chercher du volume, aller chercher les meilleurs compromis technico-économiques, travailler aussi sur les ADAS. Vous savez qu'il y a plus d'une centaine de capteurs aujourd'hui sur les voitures. Enfin, on a vraiment des choses à travailler. Il faut pousser l'innovation à fond et le volume. Hein, ça fait partie aussi des compromis à trouver. La partie industrialisation aussi. Voilà. Mais en fait, il faut le faire. On n'a pas le choix. Justement, par rapport aux catégories, moi j'allais poser une question de dire qu'est-ce qui a fait que le M1 aujourd'hui est passé de 10 000 à 15 000, 18 000, 20 000 €. Donc il y a la compétitivité, mais il y a aussi la réglementation. Donc la question était de dire qu'est-ce qu'on attend de la Commission européenne, en tout cas du Parlement, qu'il propose en fait un cadre qui permet aux industriels d'être innovants, d'être performants et d'être créatifs. Et peut-être de changer éventuellement la réglementation sur ces véhicules-là. Et je vais revenir sur un colloque que j'ai animé la semaine dernière pour France Assureur, vendredi dernier, sur la réparabilité. La problématique aujourd'hui, tu l'as dit, je crois, c'est-à-dire d'avoir effectivement des véhicules qui soient assurables. Je dirais aussi durables, au-delà d'assurables. Mais ça veut dire aujourd'hui que les composants électroniques dans les véhicules font bondir les primes d'assurance, les optiques de phare tels qu'on les voit arriver aujourd'hui avec les LED, entre parenthèses, la Grande-Bretagne qui lance effectivement une étude sur l'éblouissement des LED. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant. Le prix, effectivement, aujourd'hui, a multiplié par 3 sur la sinistralité, donc sur la réparation. Ce qui veut dire aujourd'hui que nos primes augmentent. On a aussi un sujet sur l'électromobilité, malgré tout, parce que alors des assureurs comme Covéa vont lancer au niveau du 16V tout un bâtiment sur la réparation de la batterie, parce que le protocole constructeur est de dire que quand un airbag est déclenché, la batterie doit être changée. Ce qui veut dire qu'un véhicule neuf est économiquement irréparable. C'est une catastrophe, puisque la batterie fait à peu près 45% de la valeur ajoutée du véhicule. Ce qui veut dire aujourd'hui que les assureurs se posaient même la question en disant « mais et si on n'assurait pas les véhicules électriques ?» Voilà, la question qui s'est posée dans un groupe de travail. Quand vous répondez, c'est absolument impossible ce que vous êtes en train de dire, mais bien évidemment, vous pouvez assurer des véhicules européens qui auront des batteries réparables. Et là, il y a un vrai enjeu, malgré tout, effectivement, sur la réparabilité, la durabilité et les protocoles, effectivement, qui vont faire qu'en cas d'incident ou de sinistralité, ces véhicules soient le plus sécurs possible. Mais aussi qu'effectivement on ne soit pas obligé de changer la batterie, mais qu'on puisse réparer les modules de batterie. Donc il y a effectivement tout un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. C'est facile de dire qu'il faut un petit véhicule, mais malgré tout, aujourd'hui, trop de réglementation, trop de sophistication technologique, donc augmente le coût du véhicule, mais augmente sa réparabilité et le rend pratiquement inaccessible, y compris sur le plan de l'assurance. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça. C'est toute une logique où je serais tenté de dire en conclusion que les constructeurs ont finalement la chance d'avoir une carte à jouer en disant je pars de zéro. Et avec l'électromobilité, j'ai l'impression, mais là je m'adresse à des futurs ingénieurs, des grands ingénieurs de l'automobile, qu'avec de l'imagination, on peut concevoir un nouveau type de voiture, l'architecture. Et sur le plan sécurité routière, je vois César qui est là, mais les associations de piétons, les associations de victimes se disent mais les véhicules ont tendance à de plus en plus augmenter en hauteur, à être lourds. Et pour un piéton, ça devient problématique. Et donc, en réduisant, notamment dans les villes, en ayant des plus petits véhicules, eh bien, on va répondre aussi à une attente de sécurité routière. Là, je suis un petit peu divergent, mais effectivement, le problème est passionnant parce qu'il est très transverse. Très transverse. Je voudrais revenir sur 2 points. Le premier, c'est la durabilité, la réparabilité. On travaille aussi sur la Popcar sur 100 € par mois, y compris assurance. Il y a le prix d'achat, il y a aussi le leasing. Et le 100 € par mois, y compris assurance, d'ores et déjà, avec notre business model,
chez Capgemini, on a un outil qui s'appelle Business for Planet Modeling qui permet de prendre en compte tous les paramètres et toutes les corrélations, que ce soit techniques, économiques et développement durable, durabilité, réparabilité, etc. On a introduit tous ces paramètres. On introduit aussi tout ce qui est technique, et notamment les pneus, etc. Enfin, pour vous montrer la complexité du modèle. On arrive à atteindre ces 100, 110 € par mois au bout des 9 ans. Donc on est aussi sur des logiques de faire durer la voiture, mais la rendre quand même attractive parce que elle va bénéficier de toutes les applications du moment. Vous parliez du smartphone, de garder ça. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce qui va permettre aussi de garder cette voiture au bout de 9 ans toujours attractive parce qu'elle bénéficiera des dernières innovations en termes d'applications. Donc voilà, comment on l'a fait durer dans le temps et comment au bout de 3 fois 3 ans, bah oui, on a tout amorti quasiment. On arrive vraiment à ces 100 € par mois, y compris assurance. Ouais, Mathias. Juste sur le côté réparabilité, ça a un impact sur la valeur résiduelle des véhicules et donc ça a un impact sur le loyer des véhicules. Donc il y a la réparabilité et ça c'est hyper important, c'est dans la conception du véhicule. Il y a aussi l'upgradabilité. Je ne suis pas sûr de l'avoir très bien dit, mais le fait d'upgrader son véhicule, ça veut dire de mettre à jour son infotainment. Voilà, et ça c'est très intéressant également puisque ça fait durer le véhicule. Il faut rester dans les codes de l'automobile et l'automobile c'est aussi le désir. Il faut qu'on ait envie de conserver son véhicule, qu'on ait envie de le renouveler. Ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle, mais voilà, c'est les chaises musicales. Il y a un marché de l'occasion, il faut faire vivre ça. Et donc ça, c'est hyper important. Le fait aussi de partager la plateforme permet d'avoir un pool de pièces en commun, et ce qui fait baisser forcément de facto les prix des composants et la durabilité, et augmenter la durabilité des véhicules. Alors, je voulais juste répondre à ta question sur comment on y arrive. Au Japon, on y arrive avec les K-Cars. Donc, on a regardé comment ils y arrivent à atteindre les PRF. Et il y a 2 dimensions. Il y a la subvention publique, la fiscalité. Et donc, comment on justifierait de faire baisser la fiscalité sur ces véhicules-là dans un segment aimant, mais très réglementé en termes de taille? C'est parce que on va créer un nouveau marché qui n'existait pas aujourd'hui, qui permettra de vraiment décarboner les parcs. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en train un peu d'arrêter, mais quand on donne des milliers d'euros pour subventionner un Tesla, finalement, il va s'ajouter au parc plutôt que de remplacer un véhicule qui sort. C'est un peu la réalité qu'on observe. Donc, l'effet des décarbonations est un peu limité. Par contre, si on va cibler les propriétaires des véhicules anciens en leur donnant des opportunités pour accéder à des véhicules électriques qui vont baisser drastiquement leur coût d'usage, là, il y a un intérêt de la puissance publique de subventionner ça, parce que c'est un nouveau marché. Donc, c'est des véhicules qui ne viennent pas cannibaliser les existants. Ça crée des recettes fiscales supplémentaires, donc on peut baisser la fiscalité sur ces véhicules. Et on peut globalement subventionner tous les coûts d'usage pour les rendre plus accessibles. Et donc, d'un coup, pour les constructeurs, la question du PRF change en fonction aussi des aides qu'ils reçoivent. Et puis, il y a les modèles Airbus. Les K-Cars sont produits en 4 usines, grosso modo, pour tous les constructeurs. C'est un peu la plateforme évoquée. C'est un peu comme ça qu'on fait les K-Cars. Il y a un nombre limité des constructeurs qui partagent beaucoup de pièces et composantes. Et tous les marques japonaises qui font K-Cars, il y en a 8, ils s'appuient sur ces plateformes communes. La revue des ingénieurs de la SIA, dans son dernier numéro ce mois-ci, a présenté un article intéressant sur la simplification des IHM, HMI en anglais, avec des exemples de concepts Polygone pour Peugeot, Dacia Hipster, ou même BMW qui est en train de faire machine arrière. Donc on parlait du véhicule juste, ou le juste véhicule. L'AMI est un bon exemple. Donc, si je résume, parce que le temps nous est compté, si aujourd'hui, donc ces véhicules électriques, on va dire entre 150 et 200 km d'autonomie, masse, on va essayer de tourner aux alentours de 500-600 kg pour avoir le véhicule utile au maximum. Et donc ça, c'est la nouvelle catégorie qu'il faudrait lancer. Scénario de choc à discuter, parce que la vitesse, on parlait avec César de l'EES, voilà, masse, hauteur, vitesse, c'est assez physique pour les ingénieurs. Donc un SUV qui rentre dans
un véhicule segment A ou B, comment on gère ces scénarios de choc. Voilà. Donc, merci à vous. Vous voulez rajouter un point, Laurent? Oui, on est à l'Estaca, donc moi, je voudrais m'adresser aux étudiants qui sont là et qui feront l'industrie automobile de demain. Ce que j'ai envie de retenir quand même, c'est qu'il y aura toujours des automobiles demain, et après-demain, et après-demain. Elles seront sûrement différentes, ce sera sûrement à vous de les inventer, mais j'ai le sentiment qu'il y a plus à faire dans les années qui viennent que ce qu'on a fait dans les quelques années précédentes. Je m'explique. Il est beaucoup plus facile d'être ingénieur automobile, plus confortable quand on est dans une situation où on fait des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus équipées, de plus en plus machin. C'est simple de rajouter des trucs. Là où ça va devenir à la fois compliqué mais vachement intéressant, c'est de faire aussi bien avec des contraintes supplémentaires qui vont nécessiter de l'innovation, de la création, etc. Donc je pense que la période qui s'ouvre pour vous, futurs ingénieurs automobiles, est passionnante. Avec des contraintes, certes, mais passionnantes. Oui, alors moi je suis convaincue qu'on n'a pas donné le full potentiel de tout ce qu'on peut faire en termes d'allègement. Tommaso l'a bien expliqué, il y avait un cercle jusqu'ici vicieux qui poussait les constructeurs finalement à concevoir de plus en plus lourd. Aujourd'hui, ce n'est que le début. J'espère qu'ils vont vraiment conserver cette nouvelle manière de calculer Fit for 55 avec une pente plutôt négative qui pousse donc du coup à l'allègement. Et je dirais, vous êtes aux premières lignes. Vous travaillez sur des véhicules ultra légers pour faire des courses. Donc, à vous de jouer. Voilà, ce serait mon mot de la fin. Merci Emmanuel. Merci à vous toutes et tous pour ces présentations. Un débat intéressant et riche. On espère qu'on aura bientôt une nouvelle catégorie ou un nouveau type de véhicule. On a vu des véhicules qui arrivent aujourd'hui aux alentours de 18-19 000 avec l'IC3 ou d'autres modèles qui arrivent. Passer le cap des 15 000 est compliqué. Le Made in France est compliqué. Le local content est pour nous quelque chose de très important, que ce soit du côté ingénieriste ou que ce soit du côté composant pour arriver. Donc, il faut être ingénieux avec le juste nécessaire, mais en tout cas faire un vrai véhicule complet avec les normes de choc sécuritaires qu'il faut. Merci aussi à l'Estaca. Bertrand, tu veux peut-être ajouter un mot? Non, en tout cas, merci à l'Estaca pour la réception ici. Et c'est toujours un plaisir d'être à l'Estaca et de discuter avec les ingénieurs de l'Estaca. Comme l'a dit Laurent, les futurs qui vont développer nos voitures pour nous, les vieux, comme certains ont dit. Merci à vous, merci pour cette conférence. J'espère un dernier mot pour la suite. Exactement, la suite qui s'annonce, en fait, c'est juste que on a organisé quand même un petit endroit où on peut se rencontrer, partager, boire quelque chose, manger un petit peu, et continuer aussi, bien sûr, à discuter. Je m'intéresse aussi aux étudiants. Voilà, vous avez des gens de qualité, des experts. N'hésitez pas peut-être à reposer des questions, des choses qui sont encore ambiguës, qui peuvent arriver. Et voilà, enfin moi le mot c'est merci en tout cas voilà Alessia d'avoir pensé l'Estaca pour présenter l'ensemble de ce projet. Et effectivement, on sent, enfin moi je partage complètement cette vision, en tout cas en tant qu'enseignant, avant tout pour nos étudiants, c'est que on a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. On a plein de créations, plein d'innovations à faire. On a été beaucoup immergé par beaucoup de technicité, effectivement. Et cette technicité, il va falloir un petit peu la simplifier. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas plus intéressante, mais elle sera en tout cas beaucoup plus productive et intéressante pour notre planète. Voilà, merci. Merci à vous tous.